Et on commence ce 18-20, comme d'habitude, par la séquence JDR et jeux de plateau. On attaque tout de suite par les campagnes participatives, notamment sur Game on Tabletop. La campagne de financement participatif de Fever Town débute le 27 mars sur Game on Tabletop. Créé par MJ Masquet et Johan Simon, ce jeu de rôle policier qui a déjà été remarqué dans le milieu rôlistique et qui a obtenu la 2e place de la catégorie La Forge lors de Octogone. Vous le savez, semaine dernière, on recevait Nico de World's Awakening, qui est un petit peu le gourou de la Forge. Donc cette 2e place est une distinction qui récompense les prototypes et projets présentés par leurs auteurs pendant la convention. L'action, pour le coup, se déroule à Fever Town, donc une ville fictive de la côte ouest américaine, inspirée des films et des séries de flics des années 80-90. Les joueurs vont y incarner des inspecteurs confrontés à la criminalité, aux enquêtes musclées et aux relations explosives entre partenaires. Le système repose principalement sur une mécanique simple basée sur le D20. Je pense qu'il y a l'appétence pour MJ Masqué, pour tout ce qui est Donjons et Dragons qui est ressorti dans le jeu. Et donc, elle est pensée pour favoriser l'action rapide, la poursuite et les scènes spectaculaires, afin de recréer le rythme des buddy movies policiers autour de la table. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez vu passer l'info de Fever Town? Est-ce que vous connaissez Fever Town? Est-ce que vous connaissez les MJ masqués? Le MJ Alors masqué? oui, MJ Masqué, oui, parce que j'ai eu la joie de jouer avec lui quand il était encore masqué, parce que maintenant il a laissé tomber le masque depuis un moment. Mais quand j'étais invité sur le DICE, notamment les premières années du DICE, donc le concours des Lyonnais de Roller Day, enfin le grand concours de RP entre acteurs de l'actual play. Donc c'est un mec hilarant, c'est incroyable parce que non seulement le nombre de vannes qu'il fait en partie, mais le nombre de vannes qu'il fait hors partie. Et du coup, ouais, j'avais vu passer le concept et j'avais vu passer du coup le truc parce qu'il le défendait, il le présentait sur Octogone il y a 1 an et demi déjà. La première, quand j'y étais justement pour aller donner un coup de main aux copains lyonnais. Bah, moi, c'est le genre de concept qui me hype pas mal. J'ai pas encore eu le temps vraiment d'aller dans le truc, mais je trouve qu'on manque de concepts un peu humoristiques, entre guillemets, et un peu, voilà, un peu cool comme ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses graves ou épiques dans le milieu du JDR, mais des trucs humoristiques. Moi, je suis un gros fan de INS, par exemple, qui est un des premiers jeux que j'ai masterisé avec l'appel de Lovecraft, l'appel de Cthulhu de Lovecraft. Je trouve qu'on manque de bons trucs humoristiques comme ça. Ça commence à sortir, notamment, il y a des trucs genre Brancalonia qui est sorti ces dernières années, donc qui est un peu dans le même genre, en mode western spaghetti, mais heroic fantasy. Je trouvais qu'on n'a pas tant que ça de trucs de qualité, et surtout qui tombent pas forcément dans des travers un peu oppressifs ou un peu machin, un peu humour borderline. Donc c'est plutôt cool. Et puis moi, immédiatement, je lis le truc et je pense à Funky Cops. Et C'est donc il y carrément a ça. toute mon enfance qui remonte. C'est carrément ça. Guy les bons tuyaux et tout. C'est carrément Exactement. ce délire-là. Et toi, Richou, je te voyais secouer la tête. Fever Town, pas du tout. Ça T'étais me parle pas. pas du tout. Ok. Et l'univers te plaît, te hype pas? C'est pas ta cam? Alors, pour le coup, vraiment, ça m'a pas forcément parlé, mais de ce que Greg en parle, potentiellement, on peut associer ça à du Funky Cops et tout ça. Oui, par C'est contre, ça exactement me ça. parle. Ça me parle de ouf. Deux flics à Miami aussi, pour ne citer que ça. Enfin Hmm, voilà, c'est toute cette, ok. vibe-là et cette vibe, cette vogue de film, on va dire. Et On dessins enchaîne. animés, parce que Funky Et Cops, dessins c'est avant animés, tout des dessins effectivement. animés. Effectivement. On enchaîne sur Pathfinder, l'éditeur Black Book Edition qui lance une nouvelle campagne de financement participatif là aussi pour des suppléments à Pathfinder seconde édition intitulée Les Trésors du Tian Xia. J'espère que je le prononce bien. Les précommandes elles vont débuter le 30 mars 2026 sur la plateforme Game on Tabletop. Elle proposera plusieurs ouvrages, cette précommande, explorant la région asiatique de Tian Xia dans l'univers de Golarion. Alors j'ai plein de noms que je ne connais pas forcément parce que je ne connais pas tout l'univers malheureusement de Pathfinder. Avec des nouveaux objets, équipements, éléments de lore, bien sûr, pour enrichir la partie. La campagne permettra également de débloquer différents bonus et contenus additionnels selon le succès du financement, comme pour la plupart des financements. Les joueurs et meneurs pourront ainsi approfondir cet univers inspiré des cultures d'Extrême-Orient et élargir leurs possibilités d'aventure. Est-ce que vous êtes joueur, vous deux, ou est-ce que vous avez déjà joué sur Pathfinder?
Alors, Pathfinder, moi de mon côté, on m'en a offert un. Mais alors, c'est même pas Pathfinder d'ailleurs, c'est Starfinder. Mais non, j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Je suis quelqu'un qui creuse beaucoup un JDR, même si on m'en donne d'autres. Je préfère rester dans mon univers et creuser jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse OK, maintenant je sais tout, je passe à autre chose. Et je reste bloqué dans un seul JDR pour l'instant. Ok. Donc en ce moment, Chronique oubliée, du coup. Ouais. Et il y a aussi une exception parce que c'est des copains et que je les ai rencontrés aux Utopiales. C'est le chant de Tindalos. Ok. Ok. Et toi, Grégory? Moi, oui, bah, t'as le manuel des monstres qui est juste là. C'est Pathfinder. Qui tient l'étagère. Voilà, c'est ça ouais, il tient beaucoup de choses. Et bah, moi, je suis un peu l'inverse de Richou, c'est-à-dire que je suis un nymphomane des univers. Ok. Il me les faut Ah, tous. Et ok. Attention, s'il y a des enfants dans le chat, c'est la partie moins de 18. Hein. oui, bien sûr. Et, non, mais j'adore explorer plein d'univers différents. Et potentiellement les relier au mien. Donc Pathfinder, moi, j'ai suivi au départ parce que j'étais très fan de cette initiative qu'ils avaient de revenir à du Donjons et Dragons 3.5 à l'époque où Donjons et Dragons avait sorti sa 4e édition, qui était à mon sens une catastrophe atomique. Depuis, ils ont fait la 5e, donc ça va beaucoup mieux, mais Pathfinder continue son petit bonhomme de chemin, et bah, je trouve toujours ça très cool de pouvoir proposer du contenu qui sort des carcans habituels de l'heroic fantasy moyenâgeuse euh, occidentale, en fait, et européenne, et de proposer des trucs qui se passent dans des contextes plus asiatiques. C'est pour ça que j'étais très très hypé de voir sortir les figurines du Katé dans Warhammer, par exemple, Ok. qui n'avaient jamais été développées jusque-là. Il a fallu attendre que ça soit le jeu vidéo Total War Warhammer. Les mecs disent non, mais nous on va le faire. Et puis finalement, ça a eu un tel succès que voilà, Game Workshop a dit bon bah ok, on va faire les figurines, c'est bon. Mais voilà, moi, je suis très très fan de pouvoir justement avoir une plus grande diversité d'univers, de culture et de choses comme ça à proposer. Et du coup, c'est cool. Et j'ai très hâte de voir un peu ce que ça va donner. Ok. Et on parle de choc des cultures, on va enchaîner directement sur la suivante. Du coup, on va parler d'un jeu coop très défouloir, fun, avec un côté stratégique. Je vous parle ici de Zombicide 2e édition, avec la campagne Paris. Alors, je ne sais pas si je le dis bien pour eux, mais c'est Paris Z ou Paris. C'est une extension qui, du coup, sera narrative et qui plongera les survivants au cœur d'un Paris envahi par les zombies. Pendant les festivités du 14 juillet, les joueurs devront parcourir des lieux emblématiques comme les Champs-Élysées ou les catacombes, bien évidemment, pour comprendre l'origine de l'épidémie. Cette boîte qui proposera une campagne de 10 missions liées avec 6 nouveaux survivants, des nouveaux ennemis et une mécanique inédite sera jouable de 1 à 6 joueurs. Elle sera bien évidemment le jeu de base Zombicide 2e édition. C'est une extension idéale pour renouveler l'expérience et explorer la capitale sous un angle beaucoup plus dangereux et sûrement avec des belles vagues de zombies qui vont nous tomber sur le coin du casque. Et ça, c'est drôle. Les jeux de zombies, c'est votre cam. Peut-être Grégory plus par rapport au monde Oh, de bah, Cthulhu, etc. Ça te... surtout celui-là. Moi, j'ai découvert Zombicide avec, en famille, en fait. La boîte de base de la première édition avait été achetée par ma sœur et mon beauf. Et en fait, ça a été les premières figurines qu'on a fait peindre à mes petites nièces. C'est un début. C'est un Alors, début. je précise que ma première nièce a appris l'alphabet grâce à un abécédaire Cthulhu que je lui ai offert. Donc, Ok. voilà, c'est pour ça. Mais ouais, gros fan du concept de base, même s'il était très très orienté justement jeu et très très orienté gameplay dans sa version de base. Moi, j'avais trouvé, on est mort un nombre incalculable de fois parce que les règles de base ramenaient des zombies de façon incroyablement abusée. Donc là, on me vend de la narration, on me vend un truc dans Paris, on me vend des trucs comme ça. Je suis hyper hypé et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Cool. Et Schult?
Pour le coup, moi, j'ai le tout premier, tout premier Zombicide, première édition, et effectivement, les règles sont dures, ce qui fait que je l'apprécie. Pour une fois que j'ai un jeu de société qui est dur. J'ai pas fait forcément la deuxième édition. J'étais hypé quand tu as présenté le truc et quand tu as dit que c'était une extension, qu'il fallait avoir la deuxième édition. Là, je vous avouerai que bah ça fait que si je veux jouer à celui-là qui me hype de ouf, je suis On va obligé prendre le d'acheter premier. celui-là qui va être quoi à 90 € et la deuxième édition aussi à 90 €. Ah, ça pique un Ça fait un billet. peu. Ouais, D'accord. ça pique un peu. Après, à voir si les règles sont pas si différentes que ça. Bon, Ouais. ça Il s'adapte. faudra peut-être de choper un livre de règles à la limite. C'est plutôt surtout ça et d'avoir quelqu'un peut-être qui a déjà le jeu et qui peut t'orienter s'il y a des différences, etc. Si c'est la vraie taille de la boîte, l'extension est aussi grande qu'une boîte de jeu normale. Par contre, elle est énorme. Je pense que ça vaudra chaque euro que tu mettras dedans si tu l'achètes. Mais oui, elle est très très grande. Est-ce que vous êtes prêts à décoller? On change de pays, on part en Suisse avec les Gamer Awards. Ont été dévoilés cette année et mis à l'honneur Tech Time en jeu principal et Flip 7 qui ont remporté la catégorie Family. Et dans la catégorie expert, c'est Ron Drew's Creatures. Alors mon anglais est pas ouf, hein, je suis désolé. De l'auteur sud-coréen Yi-Hom. On sent l'identité graphique qui déjà la différencie dans le visuel de Sofakang et le matériel. Un jeu de combo stratégique qui mêle placement d'ouvriers et construction de tableaux. Alors on le verra pas là, mais en fait il y a une mécanique de choix, d'action et de rythme à assigner, donc c'est quand même assez complexe. Pas un jeu ouvert à tout le monde et à tous les joueurs, notamment les débutants. Et chacun à leur tour, les joueurs vont devoir déclencher à la fin de la partie ses actions et ses rythmes pour pouvoir se contrer. À son tour, on va choisir chacun 4 actions possibles, placer une créature sur un espace pour récolter des ressources ou d'autres bonus, jouer une ou deux cartes en payant son coût pour pouvoir la jouer, recharger, c'est-à-dire récupérer ses créatures et recharger les capacités de ses cartes, valider un objectif une fois toutes les conditions remplies. Ce jeu jouable de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 à 90 minutes, donc c'est pas un truc à jouer avant de partir en bagnole ou sur la route. Ça va s'adresser aux amateurs de jeux experts, donc c'est ce que je vous disais, pas vraiment fait pour les débutants. Sans être très complexe pourtant, le fait de tirer les objectifs au hasard et les variétés de cartes offre beaucoup de rejouabilité. Et encore une fois, je vous le redis, pour ceux qui réfléchissent trop, faut pas faire des parties où ça s'éternise. C'est-à-dire que c'est des séances entre deux sur les 60 à 90 minutes assez courtes, donc il faut pas passer 2 heures à réfléchir pour avancer et faire des très grosses stratégies qui vont prendre des plombs. Cette récompense, en tout cas, qu'ils ont reçue, ça confirme l'engouement autour du titre, actuellement en précommande dans plusieurs boutiques. Est-ce que ce jeu, Wondrous Creatures, vous l'aviez vu passer? Pas du tout. Pas du tout. Là, comme ça, c'est clair. Est-ce que vous avez suivi un petit peu les Swiss Gamer Awards ou pas du tout non plus? Pas cette année. J'ai vu passer, alors il y a 2-3 trucs, il y a, les jeux, je les ai vus passer, mais ailleurs. Mais après, moi, pour ma part, je suis un peu moins sur ces jeux qui sont presque que pure mécanique. Mmh. Après, c'est vraiment un goût très personnel. J'ai toujours un peu plus de mal avec les jeux qui racontent moins de choses. Ou qui racontent peu de choses, où on sent que le scénario est juste un prétexte. Donc j'ai un peu plus de mal avec ça. Mais néanmoins, je suis toujours intrigué. Et faudra que j'essaye quand même, parce que ça a l'air assez complexe. Enfin, ça a l'air assez profond plutôt que complexe. Et ça m'intrigue. Je pense qu'il y a une vraie mécanique de jeu parce qu'il y a vraiment plusieurs strates d'action en fait, hein. Ouais. Dans le fait de placer tes créatures, jouer tes cartes, recharger, valider tes objectifs. Il y a plusieurs voilà, niveaux de jeu, je pense, à explorer. 60-80 minutes, je pense que ça commence à être un bon jeu expert. On n'est pas sur des machins de 8 heures non plus, mais c'est pour ça que je disais, il faut jouer assez vite. Et je pense qu'il faut accepter de perdre pour que ça avance et pour revenir sur d'autres parties derrière et s'affûter. Je pense qu'il faut le voir un peu comme ça, quoi. En tout Ouais. cas, le jeu a l'air très cool et la DA m'a La l'air DA est très cool magnifique, aussi. par contre, ouais. La DA est géniale. Vous pourrez aller regarder si vous voulez chez Swiss Gamer enfin, sur le Swiss Gamer Award en Suisse, mais aussi sur Internet, puisque je vous le disais, c'est déjà disponible en précommande dans plusieurs boutiques.
On enchaîne, si vous le voulez bien. Richult, je crois que j'ai pas pris ton avis. Je suis désolé. Pas du tout. On t'entend plus d'ailleurs. Enfin, moi, je t'entends plus. Je disais pour le coup, non, je n'ai pas suivi forcément l'événement et je connais pas du tout non plus Ok. ce jeu. Eh ben, pas de souci. J'espère que tu te rattraperas sur le fil. Non. Je suis un podcasteur, je suis pas... Ben, n'hésite pas à nous envoyer un coup de soundboard à un moment donné, si tu veux. Je suis là. Allez, on enchaîne. Richult, mon avis sur la question. Ta gueule. D'accord, merci. Joseph. Vous noterez qu'il a dit tu peux utiliser un soundboard. Oui, bah, L'erreur, ça y est, l'erreur. j'ai bien compris que vous allez me pourrir le 18-20 et ça me va très bien. Allez, on enchaîne sur la partie TCG Wargame. Et on commence par le TCG ou le JCC, comme on dit en France, Machikuli, qui est officiellement disponible à la vente. C'est un jeu de cartes à collectionner français. Il va inviter les joueurs à s'affronter dans un univers médiéval fantastique où des dragons, des kobolds et des alchimistes s'affrontent au cœur des cités en construction. Conçu pour 2 à 5 joueurs, ça propose des parties rapides d'environ 10 à 50 minutes, basées sur de la stratégie et de la construction de decks. Vous reconnaîtrez très clairement qu'on est sur un JCC à la Magic, etc. Hein, c'est exactement le même genre de jeu. Dans Machikuli, du coup, chaque joueur aspire à ériger le village le plus illustre. Par contre, il va y avoir toute une stratégie de construction de village. Et vous devez gérer astucieusement vos ressources et développer votre plan de jeu. 5 catégories à l'intérieur, comme on pourrait l'avoir pour les couleurs de Magic. Péon, monument, unité, relique et sort. Pour le coup, c'est pas des catégories de monstres, etc. C'est vraiment des catégories par rapport à ce que vous allez construire. Chaque catégorie possède un design distinct. Vous le verrez sur la DA des cartes et du jeu. Les dessins sont jamais faits de la même façon. Voilà. À chaque tour, on commence par une phase de réveil pour acquérir de nouvelles cartes et on prépare ses unités. Phase 2 de construction, où on dépense de l'or éventuellement, on érige des monuments et on déploie ses unités. Et on arrive à la phase de combat où on va pouvoir potentiellement affaiblir les adversaires. Tout le cœur de la stratégie va résider dans l'équilibre entre développement économique et puissance militaire. Donc c'est autant l'un que l'autre à développer. La campagne qui du coup est actuellement en cours, est actuellement terminée, pardon, et maintenant on pourra l'acheter. La campagne permet de précommander le set de base et de soutenir le développement du jeu ainsi que ses futures extensions. Les créateurs comptent sur une communauté pour donner vie à ce projet indépendant qui a relativement bien marché sur la campagne et développer l'univers de Machikuli. Pour leur première, ils ont d'ailleurs déjà un tournoi intitulé sobrement le Machikuli JCJ Championnat, championnat du monde 2026, qui aura lieu au Multivers à Paris le dimanche 25 mars à partir de 14h. Et je crois me souvenir qu'il y a 12 places, quelque chose comme ça. Pour un championnat du monde, c'est quand même on casse. Faut le temps que ça se développe, c'est pas. Faut le temps que ça se développe. En tout cas, je trouve leur état d'esprit encourageant. Ouais. Ambitieux en tout cas. D'avoir déjà fait un championnat du monde à la sortie du jeu, c'est assez drôle, je trouve. T'as dit les parties, ça a duré combien de temps? C'est du. Il y a plusieurs formats, en fait, je pense, ou du moins il y a plusieurs façons de le jouer, mais c'est du 10 à 50 minutes. Combien? Yes, il l'a fait. Il l'a fait. C'était parfait. Bon, voilà. Du coup, le Richult ne parle plus qu'en soundboard même. Non, je rigole. Allez, on enchaîne sur le Yu-Gi-Oh! Trading Card Game avec la collection Rareté 5 qui va sortir et qui arrive donc ce 9 avril 2025. Une extension spéciale qui mettra à l'honneur des cartes populaires dans de nombreuses raretés différentes. Chaque booster contiendra 5 cartes entièrement brillantes, dont une carte spéciale avec illustration alternative ou étendue. Le set va proposer plusieurs raretés prestigieuses comme Secret Rare, Platinum Secret Rare, Collector's Rare, Ultimate Rare. Enfin, à bout d'un moment, si t'as un bruit de tigre, tu peux y aller aussi. Rare of Doom de l'Apocalypse. Voilà, donc autant dire que ça va être un petit peu ridicule, je pense. Cette collection va combiner des rééditions puissantes pour le jeu compétitif et des pièces très rares, très recherchées par les collectionneurs. Chaque ouverture de booster offre ainsi de fortes chances d'obtenir une carte brillante unique.
Chaque booster est actuellement déjà disponible en précommande chez Play-in au prix de 6 € l'unité. Est-ce que vous êtes joueurs de Yu-Gi-Oh tous les deux? Est-ce que vous avez joué ou est-ce que vous allez jouer? Alors, j'ai joué au moment où c'est devenu populaire en France, donc j'étais tout petit. Et j'ai fait l'erreur il y a 4-5 ans de remater les 2 saisons de Yu-Gi-Oh sur Netflix. Et ce qu'il y a, c'est que, mais vraiment à la suite, vraiment. Et c'est que la série fait très bien son travail parce que vraiment, à la fin de la série, j'avais envie de m'acheter un deck pour rien du tout. Je connais personne pour y jouer, mais j'avais cette envie. Et heureusement, j'ai freiné cette envie. Alors, je te rassure, j'ai Exodial maudit au complet, on le voit peut-être pas, mais il est là en dessous. Là. J'ai les 5 cartes d'Exodial maudit sous plastique et tout. Voilà, je suis comme toi. Après, pour le coup, la série m'a donné envie de m'y remettre. J'ai lancé Les jeux et actuellement c'est plus du tout pareil. En fait, Non. il y a tous les systèmes de Link et tout ça. Voilà. Bah, on est un peu comme sur Magic. Hein. Si tu joues pas Commander aujourd'hui, tu joues plus à Magic. Quoi. Je veux dire, des joueurs à l'ancienne de Magic, enfin moi quand j'y jouais c'était dans la cour de collège, j'en ai plus vu. Je pense que tout le monde joue en Commander maintenant. Et ça me rend dingue parce que du coup, certaines cartes sont devenues totalement broken et elles sont toujours pas adaptées ni refusées, notamment des cartes comme Drowned Mana, qui avaient un sens et qui a été équilibré à une époque où il y avait des brûlures de mana, mais maintenant qu'il n'y en a plus, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est n'importe quoi. Mais ouais, après, moi, Yu-Gi-Oh, j'ai été joueur. J'étais jeune, parce que mine de rien, c'est mon premier. Moi, je suis génération Club Dorothée, hein, donc forcément, ça a été mon premier manga écrit. C'est-à-dire, c'est le premier manga papier que je me suis acheté. Et donc, à l'époque, le jeu de cartes n'existait pas. Il a fallu attendre presque 5 ans après, quoi. Donc en fait, c'est le jeu de cartes qui m'a donné envie de me mettre à Magic. Ok. Plutôt, parce que tout le monde jouait à Magic. Et clairement, c'était inspiré de ça. Et je pense que l'auteur lui-même n'avait pas prévu ça au départ, parce que si tu en fait, la série commence là où le tome 5 commence. Et en fait, les tomes précédents, Yu-Gi-Oh, c'est juste une espèce de putain de psychopathe qui fait des jeux de la mort pour punir les gens et qui brise leur esprit quand ils gagnent. Oui. Je me souviens Oui. notamment d'une partie de palais où le palais Oui. est remplacé par un cube de glace avec de la nitroglycérine dedans, Oui. juste pour mettre un coup de pression au prof de sport du lycée qui est un abuseur sexuel. Oui. Et à la fin, il le brise. Mais vraiment, psychologiquement, le mec finit en PLS. Oui. Ouais, c'est pas du tout. Ça n'a pas du tout. Ok. Maintenant, Yu-Gi-Oh, c'est on joue aux cartes sur des motos et c'est trop bien. Ouais, non, c'est pas. Il les a toutes. Il les a toutes. Mais par contre, ouais, je trouvais le jeu de cartes assez excellent, ou en tout cas au départ, parce que justement, c'était un Magic simplifié. Les mécaniques par rapport à ce qu'était Magic déjà à la base étaient plus simples, étaient plus accessibles. Et en fait, c'est vite devenu Port Nawak. J'ai arrêté de suivre depuis un moment, et notamment depuis que les jeux de cartes sont devenus des trucs de spéculation plutôt que des trucs de gens qui ont envie de jouer. Ce qui m'inquiète quand je vois Secret Rare, Platinum Secret Rare, Collector's Rare, Ultimate Rare, Rare of Doom de l'Apocalypse, Rare Galactique, Rare de l'autre dimension, Chuck Norris Rare, voilà, peu importe. Mais ça commence à faire un peu bizarre. Donc j'attends de voir un petit peu, mais c'est toujours intéressant de voir que cette licence continue d'évoluer à bas bruit, en fait. Et que même si elle est plus sur le devant de la scène, bah, en fait, elle continue d'avoir une base solide et de proposer une alternative solide au monstre qui est devenu Magic, avec ses extensions, pareil, extension Street Fighter, extension Port Nawak aussi d'ailleurs. Bon, on a un petit retour côté Magic sur l'univers et le lore de base avec Strixhaven et tout. Ça y est, on a un petit peu une marche arrière là qui recommence doucement. Après, les cartes sont belles, hein. La carte Magic de Chun-Li est magnifique et elle est complètement broken, mais c'est bizarre. Schult, on t'entend pas, t'as désactivé ton micro.
toujours. Ah, bien fait, t'avais qu'à pas jouer avec ta soundboard. En fait, la soundboard lui désactive le micro à C'est chaque fois. Ah non, mais c'est moi, je lui ai mis un gars, je lui ai dit tu ne parleras plus qu'avec la soundboard, désolé. ça. On lui a mis un time-out de 10 minutes. Non, en plus, non, même pas. Est-ce qu'on te retrouve? Oui, on te retrouve. Non, on te retrouve pas. On va le retrouver à la news d'après. Ouais. Eh ben ça tombe bien, on va enchaîner, au pire on reviendra sur Yu-Gi-Oh après. On va parler de Warhammer et de Blood Bowl. Le jeu Ouais. Warhammer Blood Bowl qui est annoncé Test. par Nacom et Cyanide Yes. Studio. Ouais. Oui, test, bonjour. J'avais une question, je reviens en vitesse. En Dis-moi. fait, pour le coup, on est d'accord. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué à du jeu de cartes à collectionner, tout ça. C'était Yu-Gi-Oh! Et j'ai l'impression que la plupart des jeux comme ça souffrent de la maladie de. En fait, on rajoute, et les règles sont imbitables au fur et à mesure. Il y a un peu de ça. Et si t'as pas joué au fur et à mesure, c'est compliqué de revenir, je Il trouve. y a un peu de ça. Après, Magic, de toute façon, c'est un jeu qui à la base a été créé par un mec qui est spécialiste en mathématiques combinatoires, donc de toute façon, c'était fait pour être baisé. Mais Bah, voilà, les jeux qui ont commencé simples, comme Yu-Gi-Oh! Et qui sont en train de finir dans des trucs complètement abracadabrantesques, c'est plus dur. Et je donc, pensais que pour c'était le- un mec qui bégayait au départ le truc de Yu-Gi-Oh! C'était l'heure du duel. J'avais pas compris que c'était pour un jeu de cartes. Désolé. Et donc, pour le coup, du fait que les jeux de cartes s'améliorent au fur et à mesure des extensions, est-ce que le meilleur jeu de cartes, c'est celui qui n'a pas eu d'extension? Et donc, Harry Potter Trading Card? Bon, alors oui. tu vas rester poli déjà. Je pose la question. Je dirais même que le meilleur jeu de cartes, c'est celui qui n'a pas encore existé. Typiquement, mon petit poney Trading Game Card. Ah. Dis-moi Machikouli pas- qui se lance. Machikouli. Eh oui. Voilà. Allez, parfait. Ça peut enchaîner sur Warhammer et Blood Bowl. Alors, vous me direz pourquoi Blood Bowl dans le TCG Wargame? Ben, parce que c'est lié au monde de Warhammer et ça permettra de faire la transition par la suite. Le jeu Warhammer Blood Bowl, donc, qui est annoncé par Nacom et Cyanide Studio, qui sera une nouvelle adaptation du célèbre jeu de stratégie inspiré de l'univers Warhammer. Prévu pour une sortie au printemps 2026 sur PC, PlayStation et Xbox, il proposera une expérience améliorée basée sur les règles les plus récentes du fameux jeu de plateau. Les joueurs pourront choisir parmi 26 équipes jouables, chacun avec ses propres capacités et stratégies. Le titre introduira également un nouveau mode Rumble, proposant des matchs plus rapides en 7 contre 7 sur un terrain réduit. Les joueurs possédant déjà Blood Bowl 3 pourront conserver leur progression et leur contenu. Ce nouvel opus promet ainsi des parties mêlant stratégie, sport fantasy et chaos typiques de l'univers de Warhammer. Messieurs, le Blood Bowl, est-ce qu'on enfile nos casques? Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on reste là? Oh oui, bah, moi je suis Un sportif? un fan. Pas déconner non plus. Non mais je suis un gros fan vraiment de Warhammer et de tout ce qui gravite autour. J'adore cet univers et le voir tourner un peu en dérision, ou plutôt revenir à ce qu'il était à la base, parce qu'en fait quand tu regardes Warhammer 40 000 des années 80, c'était extrêmement parodique. Vraiment, il faut regarder les illustrations de Warhammer 40 000 avec les Space Marines qui étaient en fait des super flics du futur, complètement débiles à l'époque, et retrouver un peu cette patte complètement débile avec des orques pom-pom girl et des trucs, enfin voilà, c'est Portnawak, mais j'aime beaucoup vraiment le fait qu'on parte sur cet univers et qu'on le parodie un petit peu, qu'il s'auto-parodie, et surtout c'est un jeu qui est hyper cool et qui est hyper intéressant, et le fait qu'il soit annoncé aussi généreux, enfin je veux dire 26 équipes jouables, c'est voilà, et en fait ça me fait le même effet que quand c'est un nouveau Total War Warhammer sort. C'est-à-dire que contrairement, par exemple, tu vois, on parlait des TCG, contrairement aux versions vidéoludiques des TCG, dont j'ai horreur parce qu'on te fait payer le prix d'un booster pour des cartes que tu n'auras jamais réellement dans ta boîte à chaussures. Là, au contraire, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on te fait payer une fois un jeu et tu as littéralement toutes les figurines
qui coûtent une blinde dans ton magasin Game Workshop préféré, et en plus elles bougent et elles sont déjà peintes parce que techniquement il y a des textures dessus. Donc c'est juste un rêve de gosse pour moi, ce genre de jeu, que ça soit Total War Warhammer ou ces trucs-là. Et donc là, c'est vraiment en fait avoir toute la gamme de figurines chez toi qui bougent et qui font des bruits. C'est juste incroyable et c'est juste ultra généreux, et en plus, ouais, il y a des modes de jeu qui ont l'air assez fous. Donc ouais, puis manger, enfin, faites du Blood Bowl, mangez-en, c'est trop cool, quoi, en vrai. Et toi, Schult? Warhammer? Bah, pour le coup, Warhammer, j'ai dû avoir un seul jeu PC. Ça, c'est pas trop ma cam. Mais de ce que tu en parles, Greg, moi j'ai grandi avec Dofus. Donc pour moi, c'est le Blood Bowl qui est en mode parodie, tu vois. J'avoue qu'il y a quelque chose. Écoute, peut-être qu'on aura une version Dofus du Bouffe Bowl, Bowl. pardon, je vais y arriver à le dire. Mais ça serait d'ailleurs très rigolo de pouvoir jouer Ruel et toute l'équipe du Dofus. Pardon, pas du Dofus. Comment il s'appelle déjà la compagnie du Tofu. Oui. Voilà. Mais c'est Wakfu. Très drôle de pouvoir les jouer dans Wakfu. Et effectivement, de Ankama. faire une partie de Voilà. Bouffe Bowl. Je suis vraiment désolé, je vais être ton pire invité, hein. Je connais pas grand chose. Ankama, faites un jeu vidéo, allez-y. Mais tu as, encore une fois, une soundboard que tu peux utiliser librement. Mais ouais, Ankama, si vous nous écoutez, allez-y, faites un, Ah oui, faites un jeu de sport faites un Bouffe jeu de Bowl, Bouffe s'il vous Bowl, plaît. bien sûr. On puisse jouer du sacrayeur qui va essayer de fracasser les autres. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, on enchaîne sur la partie jeux vidéo. EA Games. Je le fais bien ou pas? C'était pas la soundboard. Pas mal. On va parler des Sims 4 et EA qui annonce l'arrivée du Maker Programme et d'un nouveau marketplace pour les Sims 4. Ce système permettra aux créateurs de contenus personnalisés de proposer leur création directement dans une boutique intégrée au jeu. Les joueurs pourraient acheter des Maker Packs contenant des objets ou des éléments pour le mode créer un Sims et construction. Les achats se feront avec une nouvelle monnaie virtuelle appelée la Moula. Très original. Ce programme vise à soutenir les créateurs en leur permettant de monétiser officiellement leur création, ce qui est bien puisqu'il n'y aura plus ou du moins beaucoup moins de vols. En tout cas, ça permettra de les payer. Le marketplace devrait être lancé d'abord sur PC et Mac avant d'arriver plus tard sur console. Joueurs de Sims, vous deux, peut-être plus jeunes ou maintenant? Oui, à mon SimCity, grand, peut-être? alors, Comme moi. tu es vieux, oui. Oui. Ah, bon, mine de rien, mon premier SimCity, c'était sur Super Nintendo, Ouf. donc ça remonte quand même. Et ouais, gros fan de SimCity, gros fan des Sims, à mon grand désarroi, parce que pour quelque chose qui, je ne sais pas, je n'arrive jamais à les garder dans le verre. Et est-ce que ça veut dire que quelque part je suis nul pour gérer une vie? Peut-être. Donc on se pose des questions sur voilà, en général on se remet en question après une partie de Sims, voilà, parce que c'est en mode, mais pourquoi? Arrête, sois heureux s'il te plaît. Donc voilà, donc joueur malheureux de Sims, mais ouais, joueur quand même, parce que je sais pas pourquoi, mais le concept marche à fond sur moi. Le fait de pouvoir voilà, gérer ces trucs, décorer, etc., c'est un truc de dingue. Et ça fait longtemps quand même un moment que j'ai lâché l'affaire Sims 4, parce que ouais, c'est le truc ultra chronophage. Mais ouais, j'y ai joué un nombre d'heures assez conséquent à l'époque. C'est comme GTA 5, quoi. C'est des jeux qui refusent de crever, hein. C'est des trucs, c'est le Michel Drucker du jeu vidéo, ce machin. À un moment donné, La phrase, on va la garder, c'est là, on va la couper. Je vérifie Ah ouais, que Michel Drucker est encore parmi nous. Oh, putain, ouais. Non, il y a Chuck Norris qui est parti aujourd'hui. Faut quand même c'est vérifier. pas la semaine, c'est vrai que c'était pas la semaine, mais bon. Mais ouais, c'est incroyable, et toujours content de voir des initiatives qui visent à permettre aux créateurs de monétiser leur création. À voir derrière, parce que moi je suis toujours un peu, je suis aigri maintenant, et je suis toujours un peu méfiant quand je vois ce genre de truc, parce que c'est un peu le genre de promesse qu'on nous faisait au début de YouTube, et ensuite
Les créateurs de YouTube maintenant, pour se faire monétiser, regrettent très fort et voilà. Donc je me méfie un petit peu des petites lignes du contrat. J'attendrai de voir un peu comment ça va évoluer, mais en soi, je trouve que, c'est une super initiative et on verra ce que ça donne dans les années qui viennent. Mais ouais, c'est cool de voir qu'il y a des jeux comme ça qui continuent et qui durent et qui vivent et qui deviennent vraiment leur propre moyen d'expression, comment? Leur propre environnement quoi et c'est trop cool. Bon, est-ce que vous aviez un Tamagotchi par hasard? Parce qu'on parlait de laisser crever, nos animaux. Alors, j'avais j'avais la cartouche Game Boy. Voilà, oui, OK. oui. J'avais la cartouche Game Boy sur laquelle il était possible d'avoir 3 Tamagotchi dans 3 OK. chambres différentes. Oui, mais la pile, elle ne mourait pas. Et ça, c'est cool. Voilà, parce que tu pouvais faire des sauvegardes. Donc comme tu en Voilà. avais marre, tu faisais une sauvegarde, tu éteignais ta Game Boy et tu pouvais passer à autre chose. Mais ouais, Tamagotchi, gros fan. Et puis, Ouais, c'est trop bien ce truc. Est-ce qu'ils ont survécu des Tamagotchi? Parce que enfin, à l'époque, quand tu t'en Oui, occupais. oui, et Bon, alors j'étais ça va, il y j'étais avait il y avait pas un extrêmement warning, fier. il y avait pas un warning pour pouvoir jouer aux Sims derrière. Du coup, C'est ça. j'allais dire, tu aurais dû Je sais déjà le plus, voir à ce moment-là. je sais plus où t'en es. Non, mais j'étais très fier même d'avoir eu un Tamagotchi qui avait évolué pour avoir la forme où le mec, le Tamagotchi prend une tête humaine avec une chevelure blonde à mèche et OK. avec des petites lunettes de soleil. Oui, ça existe et je suis extrêmement fier de l'avoir débloqué dans mon enfance. Eh bien, au cas où personne te l'a dit, on est fiers de toi. Voilà. Merci. pour te répondre, moi, par rapport aux Sims, pour le coup, j'avais pas forcément d'ordinateur, donc j'ai joué à des versions pas forcément classe et tout ça, genre sur PS2, tu vois. Ce qui n'est pas la version originale. Par contre, je trouve que les Sims, c'est un peu trop ouvert où tu fais ce que tu veux par rapport au métier que tu veux. Il n'y a pas forcément d'objectif assez net. Ce qui fait que je vais préférer surtout des spin-offs comme potentiellement les Herbs. Je vous rappelle Ok. les Herbs. Certainement. Oui, Euh, oui. qui était trop bien. Et en vrai, je suis tellement déçu qu'il n'y ait pas de suite à ça. Mais voilà. On enchaîne avec Mhm. Crimson Desert, qui est développé par Pearl Abyss, qui est un jeu d'action-aventure en mode ouvert très attendu et qui est sorti le 19 mars, donc hier, sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Le jeu qui propose une aventure solo dans le continent fantastique de Pewell ou de Pywell, je ne sais pas si je prononce bien, où les joueurs vont incarner Cliff, le chef d'un groupe de mercenaires. L'histoire mêle exploration, combat intense et quête dans un monde vaste et détaillé. Contrairement à Black Desert Online, sorti en 2015 chez Pearl Abyss aussi, on va se concentrer sur une narration solo immersive, avec des graphismes impressionnants et un gameplay dynamique. Ça s'annonce comme l'un des plus grands RPG de l'année. Et on peut le voir, niveau monde ouvert et niveau combat de boss, ça a l'air d'être très très nerveux. Je pense que graphiquement, ça va être assez cool. Bah, écoute, moi je suis très 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 hypé là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas encore craqué parce que déjà je sors d'un trou noir qui s'appelle Pocopia, Oh, dans lequel je suis tombé, mais de façon totalement, enfin voilà, ça m'a complètement absorbé. Vraiment, je pense que j'avais besoin d'un truc pour me détendre. Et là, ouais, j'ai vu passer le truc. Et j'ai vu passer énormément d'avis extrêmement contradictoires. C'est un jeu qui fait parler pour l'instant. Il y a des gens qui disent que. Enfin, il y a des gens qui l'allument complètement et d'autres qui l'encensent. Donc, j'attends de voir un petit peu. je Avant pense de que c'est commencer. la faute à la bande-annonce qui l'encense beaucoup trop visuellement. Et à mon avis, quand tu arrives dans le jeu, c'est peut-être pas ça. Moi, j'ai pas eu la chance d'y jouer parce qu'autant la semaine dernière, j'ai présenté 2 jeux que j'ai achetés dans la foulée à leur sortie Mhm. et pour lesquels j'ai pu jouer la veille au soir et le matin même avant la chronique. Et autant là, j'y ai pas joué donc je saurais pas dire qu'est-ce qu'il vaut, mais c'est vrai que visuellement, la bande-annonce a des belles promesses. À voir que sur le papier et derrière la manette, ce que ça donne, quoi. Bah ouais, parce que les premiers retours qu'on voit notamment des testeurs américains, sont en mode ouais, il y a plein d'éléments de gameplay qui sont clunky, tous les gameplays, enfin toutes les mécaniques sont pas cohérentes entre elles, etc.
On va attendre de voir. Moi, j'ai l'impression quand même que la promesse est tenue parce que ça a l'air gigantesque, ça a l'air ultra, libre. Tu peux faire énormément de choses. Je pense que, de toute façon, quand on voit, à quel point, certains jeux, complètement pas finis au départ, ont su évoluer Cyberpunk, pardon. Final Fantasy. Voilà, donc j'attends de voir un petit peu, mais je pense que ça va être un même si, là, au début, il y a 2-3 plâtres à essuyer, je pense que ça risque d'être un banger quand même sur la J'ai longueur. l'impression quand même la promesse du démarrage est quand même plutôt tenue. Il y a peut-être des problèmes de mécanique, des choses comme ça, mais je pense que là, il y a une grosse critique par rapport à la bande-annonce, surtout. Avec des Oui, attentes ouais, ouais. peut-être de quelque chose de très épique. Et une fois qu'on y est, il y a peut-être un côté un peu presque simulatoire, parce que ça a l'air d'être très fun Mmh, quand on le voit sur la bande-annonce. À mon avis, c'est un petit peu moins fun à jouer niveau mécanique. Tu dois souvent mmh. te cracher n'importe Ça où. ça s'appelle le syndrome Dragon's Dogma. Ouais, exactement. C'est ça. Et Choul, toi, ton avis sur le jeu? Ça me parle pas du tout. Et je vois qu'actuellement, 2 streamers que je suis, de manière assidue sont en train d'y jouer. Donc ça a l'air effectivement, d'être un jeu important, mais ça me parle pas. Tu reviendras la semaine prochaine, une fois que tu auras regardé tes streamers préférés. Tu me feras, tu me feras Super! parler. Je savais pas qu'il fallait faire des devoirs! C'est trop pas juste. Eh ben, j'en profite parce que j'ai balancé Final Fantasy en guise de jeu pas fini. Et ça tombe bien parce qu'on va Et tu enchaîner parlais du sur une 14, bien nouvelle. évidemment. Bien évidemment, c'était exactement celui-là dont je parlais. Et ça tombe bien, je vais en reparler là. Cette semaine, du coup, et du moins ces 15 derniers jours, je crois, Square Enix a proposé des promos et a lancé du coup une série de promotions dans le cadre du Square Enix Publisher Sale, notamment sur Final Fantasy XIV. Les joueurs pouvaient profiter des réductions sur Down Trail, disponibles en Standard Edition et Digital Collectors Edition. Là aussi, on est dans les éditions à la Yu-Gi-Oh! euh, ainsi que sur Final Fantasy XIV Online Complete Edition, qui inclut le jeu de base et toutes ses extensions. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, cette news est terminée, mais par Ah, contre, ces offres permettent aux nouveaux joueurs de découvrir le même RPG ou aux anciens de se mettre à jour avec les extensions. Les promotions étaient accessibles sur plusieurs plateformes non Steam et il reste disponible jusqu'au 26 mars pour 2 d'entre elles, dont je n'ai plus le nom et dont je n'ai pas noté le nom, mais en gros, il reste 2 jeux disponibles en promo sur le site de Square Enix. Donc je vous propose de foncer aller le voir par vous-même parce que malheureusement pour toutes les autres, bah, c'est terminé, quoi. mmh. Final Fantasy XIV, moi, c'est pas ma cam. C'est pas forcément le genre de jeu auquel j'ai joué. En même temps, moi, je suis plutôt joueur PC, Xbox, de temps en temps un peu de Nintendo. Ma première, ça a été Nintendo 64. Mais vous, Final Fantasy, ça fait partie de vos jeux d'enfance? Alors, oui, et je suis, sur le 14. J'y joue encore, bah, régulièrement parce que je paye l'abonnement quand même, donc et je suis très, très fan moi de FF14 pour le coup. Hem, qui a, ses qualités et ses défauts, hein, mais j'aime bien l'histoire, j'aime bien l'écriture et cetera et je trouve ça extrêmement joli. C'est un plaisir de se balader dans ce monde. Il y a énormément de choses à faire. Tu peux faire toutes les classes du jeu sur le même personnage. Donc vraiment, tu as énormément, énormément de contenu et vraiment c'est un jeu qui est assez cool et ouais, c'est mon petit MMO de cœur. J'aime bien, voilà, j'y retourne tout le temps. J'avais joué au 11 à l'époque. Comme d'habitude, comme tous les gens de ma génération, j'ai commencé avec le 7, hein, bien évidemment, et puis derrière, ça a été l'engrenage. Le 11 à l'époque, qui m'a laissé des traumatismes indélébiles, par contre, hein, parce que on rappelle que voilà, c'était le premier MMO Final Fantasy et c'était d'une difficulté absolument atroce, chose qu'ils ont largement changé avec Final Fantasy XIV pour le rendre encore beaucoup plus accessible. Certains diront peut-être un peu trop facile sur les trucs de bas niveau. Mais c'est cool. Quand vous êtes à social, vous pouvez de toute façon y jouer parce que vous pouvez même faire des donjons avec des compléments d'équipe qui sont gérés par l'IA.
Donc, si vous n'avez pas de copains, ben, vous pouvez quand même faire des donjons avec des PNJ. Donc, Une des vraiment. bonnes choses amenées par l'IA, on va dire, pour Bah, une fois. après, c'est de l'IA comme il y en a depuis des dizaines d'années Ça reste de l'IA, on a beau cracher sur l'IA, c'est de l'IA. dans le jeu Ça vidéo. permet Voilà. de ne pas être tout seul dans son jeu. On n'est pas sur de l'IA générative, mais voilà, quoi. Ça vous fait des personnages et vous lancez dans les trucs. Et puis, ouais, moi j'ai passé énormément de temps, j'ai rencontré énormément de personnes dessus, donc les MMO c'est cool et ça permet de se sociabiliser aussi d'une certaine façon. Donc n'écoutez pas vos grands-parents ni BFM TV et lancez-vous dedans, vous allez voir, c'est cool. Euh, Bolloré, si tu nous écoutes. mais ouais, mais gros fan de ça. Bon voilà, voilà. FF11 d'ailleurs qui tourne encore, j'étais sur le cul de voir ça, on peut encore y jouer et on peut encore payer un abonnement pour être dessus. Par contre, là, voilà, on rappelle que les boss de fin de FF11, les premières guildes qui l'ont fait ont abandonné le combat après 18 heures de jeu parce qu'ils n'arrivaient pas à tomber le boss. Et donc, Ok. ils ont carrément dû écrire à Square Enix en disant « Arrêtez de faire ça, faites des boss humainement faisables, s'il vous plaît !» Voilà, donc, voilà, c'est pas du tout le même truc. Donc, si vous voulez une expérience chill, ben, faites du FF14. Et si vous voulez roter du sang, ben, faites du FF11. Voilà. Et si vous voulez sortir du sang par autre part, bah, faites des jeux simulationnistes dans le même style, mais pas du tout chez Square Enix. Je ne citerai pas ton nom, mais il y en a un en ce moment qui tourne qui est pas mal. Voilà. Bah, faites des simulations, trucs. Soviet République, c'est vachement cool. Ah, pas le C'est même du univers, mais oui. c'est du SimCity dans du truc, et voilà, vous faites des jeux de gestion, vous allez roter du sang, mais autrement. Frostpunk aussi était pas mal dans le Oui. style. Et Schult? J'ai jamais touché à un Final Fantasy MMO, malheureusement. Par contre, Ok, c'est bien, ne commence pas. Ne mets pas le gâteau. je suis pas très MMO et je suis pas très MMO et le seul MMO que j'ai jamais fait, bah, pour le coup, c'est Dofus. Donc, et on me crache tout le temps à la figure quand je dis ça. Mais C'est très très bien, Dofus. Oui. et pour le coup, non, en fait, moi, j'ai mon vrai premier Final Fantasy, ça va être Final Fantasy X que j'ai eu sur PS2. Puis au fur et à mesure, je me dis que je fais tranquillement les Final Fantasy en version remastered. Donc le premier, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, et je vais bientôt m'attaquer au deuxième. Ok. Les premiers sont un peu secs, hein, niveau Oui. scénario, tout ça, c'est... Mais c'est cool à faire quand même. Alors en version remastered, Ah où ouais, tu ouais. peux accélérer et tout ça, c'est cool. Oui, c'est ça. Voilà. La version remastered, c'est quand même plus cool. Mm. Et après, moi, à partir du 6, quand même, c'est devenu narrativement intéressant. Le 7, bien évidemment, je l'ai touché un petit peu version PS1 et j'aimerais bien faire la version, comment ça s'appelle? Parce qu'il y a deux versions. Il y en a une. Il y a deux versions sur PS4, PS5. Une récente et une qui a été restaurée. Alors, c'est surtout qu'en fait, ils ont refait. Il y a un remake du 7, mais plutôt que de le faire en un seul jeu, ils vont le faire en 3 jeux. Ça. Donc, il y a Rebirth qui reprend juste la période, qui est littéralement l'intro du jeu d'origine. Et qui s'arrête à la sortie de Midgard, donc vraiment c'est l'intro du jeu d'origine. Il y a le remake qui est sorti là il y a peut-être un an ou deux et qui reprend vraiment le gros morceau de l'aventure, le premier gros morceau de l'aventure, et la fin de l'aventure normalement, donc le troisième sort en juin, je crois que c'est le 26 juin. Mais ils l'ont vendu cette comme année. un remake, mais en fait, c'est pas vraiment un remake puisqu'ils ont changé un peu l'histoire. Ah oui, justement, ouais, c'est pas un remaster, c'est un remake total, avec une refonte apparemment de l'histoire. Va-t-on pouvoir sauver Aerys? Tout le monde se pose la question. Bien évidemment. Ça reste un traumatisme pour les gens de ma génération. Mais voilà, sans aller plus loin, Final Fantasy, moi je préfère faire les jeux d'origine, pas forcément en MMO, mais plus en version seule et pour l'histoire. Et là, j'ai très hâte de voir le remake du 9 aussi. Le 9, oui, aussi. J'y ai touché un petit peu, oui. On part chez Nintendo avec Planet of Lana 2, jeu d'aventure, de réflexion au style cinématographique, dans lequel les joueurs vont pouvoir suivre Lana et sa fidèle compagne Mui dans un monde magnifique mais dangereux. Ensemble, ils doivent résoudre des énigmes, explorer des environnements variés et coopérer pour progresser dans leur voyage.
L'histoire va mettre en avant le thème de l'amitié, de la confiance et de la découverte. Les joueurs doivent utiliser les capacités de Lana et de Mui pour surmonter obstacles et dangers. Cette suite qui propose une aventure riche avec des nouveaux défis cette suite propose une aventure riche avec des nouveaux défis et une narration immersive. J'ai voulu proposer ça parce que c'est sorti en début de mois. L'info, du coup, elle est passée après le premier 18-20. Moi, je trouve qu'au niveau direction artistique, c'est un petit bonbon visuel. Il y avait déjà le premier qui existait, qui était assez cool, et je trouve les visuels très rigolos. Alors, on est sur du jeu en 2D, 3D, là. Je sais jamais comment on appelle ça. Voilà, un peu à la 2,5D, on va dire. 2,5D, ouais. De 75D, visiblement, parce qu'il faut aller aussi un peu au fond des fois. Ouais. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est un petit bonbon visuel qui sort chez Nintendo. Donc j'ai voulu le proposer, même si ça fait déjà bien 3 semaines qu'il est sorti sur le Nintendo eShop et en magasin. Voilà. C'est le genre de jeu qui vous parle, ça? Petite puzzle game avec effectivement ce développement à la 2,5D, comme on l'a appelé. Ça me parle, effectivement. C'est le genre de jeu que je peux faire et dont je suis client. C'est vrai que c'est très beau. Par contre, je suis un... Le design du chat en question me chagrine un peu. En fait, il se déplace tellement vite pour un chat obèse. C'est... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a des toutes petites pattes, donc elles vont très très vite. Tout allait très bien jusqu'à ce que je vois le chat obèse et soudain ma suspension d'incrédulité a volé en éclats. Non mais voilà. Bon, ben voilà, on finira sur le chat obèse du coup. Mais c'est vrai, il a l'air bizarre ce pauvre chat. Ok. Écoutez, Non mais voilà, assume ta grossophobie, y a pas de problème. Mais non, je parle pas de toi, Mine. On enchaîne du coup sur la partie ciné-série. Je vais pas le dire en l'anglaise cette fois. Et je vous propose de taper votre meilleur JoJo Pose avec Steel Ball Run, la saga JoJo Bizarre Adventures, qui offre une nouvelle adaptation animée qui est attendue et qui est déjà sortie du coup sur Netflix le 19 mars. L'histoire transporte les spectateurs aux États-Unis en 1890, au cœur d'une gigantesque course de chevaux traversant tout le continent. Les participants venus du monde entier se lancent dans cette compétition hors norme pour tenter de décrocher le prix de 50 millions de dollars. Parmi eux, Johnny Joestar, ou Johnny Joestar, je ne sais plus comment il se dit dans le manga, ancien jockey devenu paraplégique, fait équipe avec l'énigmatique Giro Zeppelli. Ensemble, ils affrontent rivaux et dangers dans une aventure mêlant mystère, action et stratégie. Cette course spectaculaire promet de nombreux rebondissements. Une Jojo Pose, messieurs? Je fais pas plus parce que j'ai des Bah, lombaires. j'ai un corps. Je n'ai pas un corps de Japanimation et par conséquent, je ne peux pas me permettre plus. Mais voilà. Bon, moi, c'est pas un truc auquel il a un mot j'accroche, de Jojo son Adventure. ostéo. J'ai une petite contre-indication médicale. J'ai un mot du médecin. Bon, moi, je vous le dis, c'est clairement pas un manga que j'aime. J'ai commencé à essayer de le regarder. Je sais même pas si ma diction était correcte là. Mais non, je n'arrive vraiment pas à regarder l'univers de Jojo. C'est vraiment pas ma cam, quoi. C'est extrêmement particulier. Après, c'est fondateur de tout un genre, hein, Jojo Bizarre Adventure. Donc, c'est un peu, voilà, ne serait-ce que d'un point de vue historique, je veux dire, d'un point de vue curiosité historique, et ça a son intérêt. Bon, moi, j'avoue que j'aime assez parce que souvent, on a des personnages qui sont un peu unhinged, donc un peu iconoclaste, un peu sans filtre. Donc c'est toujours assez marrant. Mais ouais, je peux comprendre parce que c'est quand même des trucs qui ont on va pas dire qu'ils ont vieilli, mais voilà, ils ont posé les bases d'énormément de trucs. Donc forcément, quand tu es habitué au shonen, de base, etc., ça peut être un peu brut de décoffrage, on va dire, de revenir au grand papy du genre. Mais ouais, j'aime bien quand même. Il y a un côté, je sais pas, ouais, c'est surtout ces personnages qui
qui ont toujours l'air d'en avoir absolument rien à battre à partir du moment où ils peuvent faire de l'aura farming. Il y a un côté assez jouissif de regarder ça et de voir à quel point ces personnages ont absolument rien à battre du monde dans lequel ils sont. Non, mais je sais pas, voilà, il y a un côté, il y a un côté comme ça, un peu étrange. Euh, et puis c'est pause, quoi. Mais ouais, je peux comprendre que ça soit un truc assez clivant, on va dire. Mais je le regarderai quand même, perso. Moi, je suis assez. Je suis toujours un peu client de ces trucs. Ok. Richou. J'ai tenté de regarder, je crois que c'était la première saison sur Netflix. Et oui, effectivement, le fait qu'il y ait des pauses, effectivement, je l'entends. Ça fait pas tout le. Si c'est juste ça ce qui vend la série, malheureusement, je ne serais pas client, hein. Moi, je regarde une série pour l'histoire à la base. Bon, alors effectivement, j'ai suivi un peu le truc de vengeance, je sais même pas en fait si j'ai commencé par la bonne série, tout ça. De ce que je sais, la première série que j'ai vue sur Netflix, il était question de vengeance. T'as tué mon père, et puis après t'as tué ma C'était Inigo femme et tout Montoya ça. le premier, ouais. J'avais l'impression, je suis Exactement. désolé, il y a plein de trucs qui sont montés. J'avais l'impression Ah, de bon, ça. regarder Princesse Sarah. Il y avait un peu un délire. Bon. On enchaîne avec le mercato. Alors là, on va J'ai tenté. parler de transfert des honneurs. Ah Ah, oui, mais non, mais après, tu peux. Après, moi, c'est pareil, hein. Je t'avouerai que Jojo, j'ai ouvert la porte, j'ai dit ah, c'est ça. Non, mais c'est bon, ça ira. Merci. Voilà. Bon. Après, voilà, ce qui est la grosse richesse, parce que pour en parler un peu plus sérieusement, la grosse richesse de ce truc-là, c'est surtout le système de pouvoir et de stand, et de voir à quel point les tactiques en fait, parce que c'est pas de la baston quand tu regardes au final. Il y a très peu de baston façon Dragon Ball, etc., etc. C'est que de la tactique et comment je vais pouvoir pousser les règles du jeu ou les règles de mon pouvoir ou les réinterpréter pour pouvoir te niquer la gueule. Et d'un point de vue justement histoire, d'un point de vue narratif, etc., c'est toujours assez intéressant de voir comment créer un pouvoir qui est lié à la psyché d'un personnage et comment on peut le faire évoluer avec ce personnage et comment on peut comment on peut jouer avec les règles. Et du coup, quand tu le regardes comme une partie d'échecs. Quand tu regardes un combat de Jojo, faut pas regarder un combat, faut regarder une partie d'échecs. Parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment un jeu de tactique. Et en fait, c'est ça qui finit par te prendre dans le truc. Et c'est un peu la même chose que quand tu regardes quand tu regardes Hunter x Hunter ou des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que tu as des pouvoirs qui sont parfois extrêmement situationnels, extrêmement développés. Et en fait, les mecs jouent avec les règles, avec les conditions, avec les trucs pour toujours te faire des twists incroyables. Et d'un point de vue narratif, c'est ça qui est le plus intéressant. Merci. Visiblement, je crois que c'est toi qui étais le plus passionné par le truc. On enchaîne par le mercato, comme je disais. Donc, on va parler Netflix, OCS, Amazon Prime, etc. Et là, on va parler de Planète B. Alors, c'est pas un film tout récent, mais je pense qu'il est intéressant de le voir parce que on a une chaîne à la base d'Actual Play et surtout pour la partie un petit peu scénario. Ça propose une plongée inquiétante dans un univers de science-fiction teinté de thriller. Le film va suivre Julia, une militante arrêtée puis enfermée dans un lieu étrange baptisé Planète B. Très vite, elle comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple prison, mais d'un monde virtuel où certains activistes disparaissent mystérieusement. En cherchant à comprendre ce qui lui arrive, Julia met au jour un système de contrôle particulièrement oppressant. Entre tension, enquête et réflexion politique, le film va questionner la surveillance et les dérives du pouvoir. Il est déjà disponible, je vous disais, donc sur Prime Video et devrait prochainement rejoindre Netflix. Je crois que c'est même déjà fait cette semaine. Voilà, moi visuellement, ça me parlait parce qu'effectivement, je pense qu'il y a narrativement, il y a des choses à récupérer potentiellement pour des one-shots, des choses comme ça. Bah oui, complètement. Sûrement, il y a des acteurs qui sont quand même plutôt pas mauvais, je trouve, dedans. Il y a d'ailleurs Adèle Exarchopoulos, je crois aussi, qui est à l'intérieur. Oui, Voilà. c'est le premier perso. Voilà.
Mais voilà, moi je trouve l'idée d'être enfermé dans cette prison virtuelle, il y a d'autres films qui ont un peu exploré le sujet, mais je trouve l'idée assez intéressante en termes de jeu. J'aimerais bien jouer un peu ce genre de partie-là, où tu te réveilles pas tous les 4 matins dans une taverne. Et là, pour le coup, tu te réveilles en tôle, sauf que la tôle, ça ressemble pas à une tôle. Que se passe-t-il? Carrément. Pour le coup, je me permets de corriger, il n'est pas disponible pour l'instant, il arrive mercredi prochain. Mercredi prochain, ouais, semaine prochaine. Ok, c'est moi qui ai fait une bêtise. Voilà. Du coup, ne croyez plus en nous, vous pouvez couper cette chaîne. Merci, bonsoir. Mais non, mais je viens de vérifier, je l'ai ajouté dans ma liste de trucs à voir, c'est pour ça. Voilà, bon, moi je sais Ouais. pas si ça vous parle, mais moi visuellement ça me plaît en tout cas. Je l'ai jamais vu. Ça fait 2024, je crois, qu'il est sorti. Ça fait bien 2 ans maintenant. Mais vraiment, il me plaît beaucoup. Ben, pas encore vu non plus. Très client. Quand on parlait justement de cinéma français, Hmm. Pour le coup. de cinéma français intéressant, et qu'il n'y a pas que des comédies de Christian Clavier, ben voilà, il y a aussi des propositions comme ça. Et puis, ouais, moi, le principe de on prend des militants LFI et on les met dans la Matrix, bon, ben voilà, ouais, forcément, c'est. Mais voilà, moi, ça m'intéresse, et en effet, c'est typiquement le genre de truc sur lequel tu peux développer de l'horreur, euh, pas seulement du thriller psychologique, etc., mais aussi de l'horreur, parce que tu peux développer énormément de choses. Tu peux même développer des trucs dans lesquels tu suis les aventures d'un personnage principal avant de te rendre compte que le personnage principal fait partie des IA de la Matrix, et en fait c'est lui qui torture et qui fait chier les vrais gens. Donc on peut retourner pas mal de cerveaux avec ça, et moi ça m'intéresse bien, ce genre de setup, carrément. Bon, eh ben voilà. On pourra par ailleurs d'ailleurs parler un jour du joueur co-auteur aussi. J'aime beaucoup ce profil-là du joueur qui est en chemise avec le maître du jeu et qui l'aide à retourner toutes les situations. Je trouve ce poste pas mal quand on est dans le J'adore. jeu. Richou, toi, Planète B? Comme je viens de te dire, ça m'a hypé, je l'ai rajouté dans ma liste de films à voir sur Netflix. Eh ben on est bon. On continue avec C'est un, fi- pareil. c'est un Ouais, film qui est vas-y. sorti sur les plateformes directement ou non, c'est non, Il était sur TikTok Prime Video et il devrait sortir sur Netflix. je vois qu'il est sorti pour un festival de science-fiction, de films de science-fiction, mais est-ce qu'il est sorti au cinéma, grand public, je sais pas. Moi, je l'ai jamais vu passer au cinéma. Alors après, j'ai peut-être un trou dans ma Yeah. fréquentation du cinéma pour des raisons évidentes d'argent. Et la régie qui fait non de la tête. Il y a la régie qui a fait non de la tête. Je sais pas Mais si je dois dire ça qu'il y a la me- régie, mais on a une régie. Ouais, tu peux. Voilà, pour des raisons évidentes, je ne vais plus trop au cinéma parce qu'à 15 balles le ticket, ça m'embête un petit peu. Voilà, surtout quand t'es deux. Et quand tu dois acheter des nachos au fromage avec. Mais non, je ne l'ai pas vu passer au cinéma, donc effectivement, il n'a pas dû sortir au cinéma. Je peux partager une bonne nouvelle perso ou pas? Vas-y. Je suis un grand fan de cinéma, effectivement, ça pique de payer un pass cinéma. Et donc, j'ai cassé le game. J'ai un partenariat avec le cinéma d'Angers. Et donc, je ne paye Oh, pas le cinéma. c'est beau ça, bravo. Avec madame, on va voir du cinéma. on va voir des films gratuitement. Donc la régie t'insulte copieusement, hein, bien évidemment. Ouais. Mais après, je fais rire la régie, donc je suis aussi refait. Ça Donc... Allez, on enchaîne sur l'horreur et sur les films de peur avec The Invisible Man. Là aussi, c'est pas un film tout récent, hein. Vous allez reconnaître Elisabeth Moss dans cette bande-annonce que vous connaissez notamment, ou du moins qu'on connaît plus dans The Handmaid's Tale, La Servante écarlate. Ici, suspense qui naît de la peur que personne ne semble vouloir vous croire. Le film suit Cecilia qui tente de reconstruire sa vie après avoir échappé à une relation abusive. Lorsque son ancien compagnon est annoncé mort, elle pense être enfin libre. Mais d'étranges phénomènes commencent à se produire autour d'elle. Peu à peu, Cecilia se persuade qu'il est toujours là, invisible et prêt à la tourmenter. Isolée et incomprise, elle doit prouver ce qu'elle vit avant qu'il ne soit trop tard. Ce thriller qui mêle tension psychologique et scène angoissante est disponible et va être disponible sur plusieurs plateformes et arrivera bientôt, je crois, semaine prochaine aussi, pour le coup, sur Netflix. Je l'ai spécifiquement sélectionné pour toi, Grégory, parce que ça m'a beaucoup rappelé le livre Le Horla. Oui.
Donc on est beaucoup dans cet état d'esprit de la psychose, de penser qu'on est toujours observé, etc. Et je trouvais que ça collait bien à l'univers de Cthulhu, du coup. Alors Cthulhu Oui, ou Cthulhu, je sais Cthulhu. jamais. Cthulhu. Cthulhu, hein. permet de corriger, il est déjà disponible sur Netflix. Il est déjà dit. Bah, Ouais. c'est bien fait de l'inviter, La celui-là. correction. Alors tu peux dire Cthulhu, normalement, comme diront les gens, comment les gens qui s'y connaissent. Oui, mais en fait, c'est pas un nom qui est censé être prononcé par des larynx humains. Donc Ah, d'accord. normalement, il n'y a pas de truc. Ça doit faire un truc comme genre. Bon, voilà. Tu dis Cthulhu, tout le monde comprend. C'est C'est plus pas. guttural, quoi. Mais bah ouais, très très envie d'aller le voir justement sur Netflix parce que l'horreur psychologique comme ça, le fait de est-ce que tu deviens fou ou est-ce que vraiment il se passe des choses. Moi j'adore jouer avec ça. C'est d'ailleurs c'est un de mes mécanismes préférés quand je fais jouer du Cthulhu notamment. C'est-à-dire que dans Cthulhu, on a des points de vie et des points de santé mentale. Et quand les personnages vivent des choses ou sont confrontés à des horreurs du culte, etc., ils perdent des points de santé mentale. Mais personnellement, en fait, je ne leur dis jamais. C'est-à-dire que je leur fais jeter les trucs, ils perdent des points de santé mentale, je tiens les comptes. Mais je leur dis toujours, je ne vous dirai jamais combien vous avez perdu, ni même si vous avez perdu. Par contre, je vais vous décrire les effets de ce qui vous arrive. Et donc, moi, je sais ce qui se passe, mais les hommes poissons chelous au fond du couloir, est-ce qu'ils sont vraiment là? Voilà. Qui sait? Et donc, j'adore jouer avec la psyché, avec ce genre de truc. Donc, ouais, typiquement, c'est ma cam, et typiquement, c'est le genre de truc que j'adore faire jouer. Donc, j'ai hyper envie d'aller voir et potentiellement de m'en inspirer pour proposer une version à moi, parce que c'est le genre de truc. C'est le genre de truc sur lesquels on peut rendre ces joueurs fous, plus fous même que les personnages qu'ils incarnent. Donc Après, tu peux juste dire que t'es égoïste. Hein. Normalement, on joue à Cthulhu pour voir des monstres. Toi, t'as pas envie que les autres y voient des monstres. C'est tout, t'es égoïste. Ah, j'ai pas dit que tu les voyais pas. J'ai dit est-ce qu'ils sont vraiment là, on sait pas. Après, des choses, tu vas en voir. Eh ben, On enchaîne? Ouais. Allez, les sorties cinéma, et pour le coup, là, je vais pas me tromper parce que les deux sont sortis. attention, hein, j'ai le son de bord qui est prêt. Je vois. On va parler de Projet Dernière Chance avec Ryan Gosling en tête d'affiche, qui s'annonce comme l'un des grands films de science-fiction de 2026. L'histoire va suivre Ryland Grace, un professeur de sciences qui se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial, sans souvenir de son identité ni de la mission qui l'a conduit là. Peu à peu, il comprend qu'il est chargé de résoudre un phénomène capable de menacer la survie de l'humanité. Le film, qui est réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, est adapté du roman d'Andy Weir, je ne sais pas si je le prononce correctement, et mêle aventure spatiale, humour et émotion. Les premières critiques évoquent un spectacle drôle, palpitant, surprenant et porteur d'espoir. Porté par une performance marquante de Ryan Gosling, qui, trigger warning, n'est pas forcément un de mes acteurs préférés en ce moment, alors que j'en étais très fan avant. Beaucoup y voient même l'un des films de science-fiction les plus marquants du 21e siècle. Je trouve qu'on le voit beaucoup trop maintenant. Ah oui. Voilà. Il y avait un truc avant, et pourtant je mets de côté La La Land parce que là non plus c'est pas mon truc préféré. Je trouve qu'il y avait un truc avant, et maintenant plus ça va, bon, sauf le truc où il fait des cascades où j'ai bien rigolé, mais sinon je trouve qu'on le voit de partout. Voilà, et ça commence à faire un peu l'effet Tom Holland, pareil, on le voit de partout. Timothée Chalamet, on le voit de partout. Voilà. J'ai un peu cet effet, on les voit tous un peu trop de partout, et ça muse un petit peu. C'est En fait, compréhensible. alors là, pour le coup, je vais pouvoir un petit peu plus parler pour tout ce qui est ciné. Le précédent film où il était en tête d'affiche, donc c'était The Fall Guys. The Fall Guys. Toute la com était sur lui, et pour le coup, ça n'a pas si bien marché que ça, niveau box-office. Après, le box-office, pour rappel, ça ne veut pas forcément dire que le film est mauvais. Pour rappel, le nombre de spectateurs peut jouer juste parce qu'il pleut. Enfin, c'est débile, tu vois. Oui. Et donc là, le projet Dernière Chance, il va porter tout seul le film, puisque c'est un huis clos, de ce que je comprends. C'est ça. Et ça peut potentiellement refroidir pour son prochain film, puisqu'il va être acteur principal pour un prochain Star Wars. Donc, c'est un petit crash test. On va voir si effectivement un projet Dernière Chance attire le monde, quoi.
Après, ce que j'ai peur, c'est que ça serve un peu des trucs déjà réchauffés d'avant. Notamment avec... je vais plus avoir son nom. Où il était sur Mars et où je sais plus quelle planète et il Ah, cultivait... Vous voyez ce film-là? oui, oui, oui. Avec... Attends. j'ai plus le nom de l'acteur. Non, Ryan c'est pas Reynolds. Ryan. Non, pas Non, Ryan c'est pas. Reynolds. Non. Non, là, C'est. Ah, Je suis Matt Damon. C'est Matt Damon. Matt Damon, voilà. Faut que je fasse ma parodie Je suis Matt Damon. Donc Pour savoir celui-là, son- et j'en ai un autre dont j'arriverai pas à vous. Je l'ai en tête et j'ai de ramener les images, mais voilà, j'ai l'impression que ça va te sentir un petit peu le réchauffer par rapport à ce genre de films qui ont déjà existé ou qui ont déjà essayé de faire quelque chose. À voir, hein. Peut-être que le jeu d'acteur apporterait quelque chose, peut-être que la photographie sera exceptionnelle. Voilà, à voir ce que ça donne. Moi, j'ai peur qu'il y ait un petit peu cet effet de réchauffer. Quand bien même, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film de ce genre, donc je pense que ça devrait quand même attirer. Mais voilà, à voir. À voir, ouais. Je t'avoue que ça fait quelques jours que la bande-annonce tourne en boucle, parce que ça soit sur Twitch ou sur les trucs comme ça, voilà, dès qu'il y a une pub, une fois sur deux, c'est une bande-annonce. Je t'avoue que le côté ah, j'ai rencontré un alien et il fait des blagues, et on est si différents, mais en fait on est tellement potes, et enfin, On n'a pas vu l'alien dans les bandes annonces. oui, mais on l'entend. Ouais, on l'entend, et puis on voit un fait espèce de comprendre ver qu'il y en de a un, terre à un moment qui passe devant là. C'est un peu quoi. bizarre. On te fait l'entendre, on te fait comprendre qu'il y en Il a a juste un, un ténia en fait. et voilà. Peut-être. D'ailleurs, je dis que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film comme ça, mais je crois qu'il y a eu une création originale Netflix avec Adam Sandler. Je dis pas de bêtises, où pareil, il était dans l'espace, il y avait une méga araignée dans sa capsule, je me souviens plus du nom de ce film, c'est celui-là que j'essaie de retrouver. Mais il doit y avoir 2 ans, peut-être 3 ans, ce film. Bon, voilà. Moi, j'ai cette Spaceman. impression de Spaceman. Spaceman. Ouais. J'ai cette impression de réchauffer, quoi. Que j'ai un peu peur de ça. Bah, après, ça va pas être forcément la même qualité entre quand tu fais un film cinéma et un film pour Netflix, c'est pas les mêmes coups. Non, c'est pas les mêmes coups, et puis c'est pas les mêmes directives non plus. Pour rappel, un Netflix demande à tous ses scénaristes de répéter les objectifs 3-4 fois parce qu'on est sur leur portable. Oui, c'est même pas une vanne. Les documents Non. sont sortis et il demande vraiment ça, quoi. Donc c'est chaud. Ouais, là à voir, parce que tu vois, de base ça me hype, et puis quand on commence à me dire oui, mais alors c'est la suivi de l'humanité, mais il y a aussi de l'humour et aussi de l'émotion. J'ai un peu peur que ça parte sur du pseudo tire-larme un peu facile, en mode en fait, nous sommes si différents, mais tu es tellement mon pote vert de l'espace. Bah, Et, ça, et puis finalement, est-ce qu'on va pas avoir un Fall Guys, mais dans l'espace, en fait? Est-ce que c'est pas, il va faire de l'humour dans l'espace et on va J'ai pas retrouver un peu le l'impression. même personnage? L'ambiance Je de la sais pas. bande-annonce laisse pas entendre qu'il y ait Moins fun, d'humour, hein, attention, hein, mais Je voilà. sais pas, mais tu vois, rien que le fait que enfin, je suis désolé, mais rien que le fait que dans la bande-annonce, le truc c'est tu es le meilleur humain que j'ai jamais rencontré. Ah, c'est une blague, t'es le seul humain que j'ai jamais rencontré. C'est la blague de la bande-annonce. Ça fait 5 fois que je l'entends en 2 jours. La première fois, elle m'a fait souffler déjà. Donc, on souffle. T'as envie de dire, ok, Bumblebee, mais bon, Transformers, c'était marrant dans les années 2011 déjà. Donc, Oui. J'attends de voir. J'attends de voir. Bon. Donc on n'est pas sur notre prime Optimus. Voilà. La blague est valide. De la placer, mais Après, il a l'air quand même beau le film et il y a moyen que j'aille. Oui. la photographie a l'air quand même cool, voilà. Mais j'ai une appréhension sur le côté un peu réchauffé, quoi. C'est ça qui me fait peur. C'est sûr. Pas le jeu vidéo, le cinéma est un art complet, donc ne nous arrêtons pas qu'au scénario. Bien sûr. Ni à la bande-annonce d'ailleurs. Ni à la bande-annonce, tout à fait. Et le visuel, la mise en scène, etc. Ont des choses à dire et sont leur propre grammaire. Donc, Tout à fait. On enchaîne avec un film d'animation, David. Alors là, on est sur une épopée de la Bible, hein, plus célèbre d'ailleurs. Donc le film d'animation David qui revisite l'un des récits les plus célèbres de la Bible à travers une aventure accessible à toute la famille. On y découvre David, un jeune berger au tempérament courageux et à la voix remarquable. Lorsque le terrible géant Goliath menace son peuple, le garçon décide de lui faire face
avec pour seule arme sa foi et sa fronde. Ce combat marque le début d'un destin hors du commun. Le long métrage va mêler musique, aventure et émotion pour raconter cette grande épopée. Réalisé par Brent Dove et Phil Cunningham, pardon, et est sorti pour le coup en France au cinéma ce 18 mars 2026. Ça vous parle, ce genre de film d'animation? Moi, j'ai du mal, hein, déjà avec le dessin de base. Bon, j'ai l'impression de retrouver le truc avec le Père Noël qu'on avait eu sur Netflix, qui était très beau. Ouais, qui était très beau, mais ouais. Je pense qu'il n'y a que le dessin en fait qui a l'air joli, quoi. J'ai peur de l'histoire, quoi. Est-ce que ça va réussir à m'emporter? Moi, ce qui me. Tu vois, dès qu'on me parle film d'animation avec des histoires basées sur la Bible, le premier truc qui me vient en tête, c'est les mèmes de Bismillah et de Jéhovah sur YouTube il y a une dizaine d'années de ça, avec les trucs de 3D, etc. C'est-à-dire que c'est sympa, mais c'est avant tout pour faire de la... comment ça s'appelle Propagande la propagande, religieuse. la propagande religieuse déguisée. Et immédiatement, moi, il y a un truc en moi qui fait 2 pas en arrière. Tu vois, sans être profondément anti-religion, tu vois, et sans être profondément anti ces histoires-là, parce que je suis un fan devant l'éternel du vieux Moïse des années 50 en mode péplum. Je l'ai regardé des centaines de fois quand j'étais gamin, et même encore maintenant, je me le fais avec joie. Mais ça me donne cette vibe, tu sais, pareil, de machin et son âne et de tous ces trucs-là qui sont sortis. Donc j'ai l'impression que c'est le même genre de démarche, mais avec les moyens d'une super prod. Donc c'est plus joli, mais est-ce que c'est pas toujours aussi... Je sais pas, mais ouais, il y a un côté, venez les enfants, on va vous expliquer la Bible, vous allez voir, c'est sympa. Voilà, c'est chacun voit midi à sa porte et chacun fait comme il le sent après. Mais tout ce qui ressemble de près ou de loin à la propagande un peu religieuse me fait sortir un petit peu du truc. Et a tendance à me faire reculer. Après, je demande qu'à ce qu'on me fasse mentir. Peut-être que je vais trouver ça absolument génial et une trop bonne réinterprétation du truc. Mais j'ai quand même un peu peur que ça soit ça, quoi. J'ai le même sentiment que Grégory. Après, pour le coup, là, ça reprend juste le mythe de David et Goliath. Donc, bah, qu'est-ce que tu peux y mettre en religion plus que ça? Bon, bref, d'accord. Après, Attends de voir. bah, c'est Limaïs Limaïs Gaming, j'allais y venir. Ouais, qui parlait du prince d'Égypte. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec ma conjointe. Moi, on m'a mis devant le prince d'Égypte à 11-12 ans, mais on me l'a dit, il faut que tu le regardes, c'est important et tout ça, un peu en mode devoir. Et j'ai pas du tout kiffé. Et j'ai peur d'avoir ce même sentiment de si je vais voir David, de pas kiffer, en fait. Parce que, je sais pas, un film d'animation, autant, en fait, c'est un film d'animation en 3D, ils peuvent faire quelque chose de soit surréaliste, soit pas forcément dans une autre époque, mais pas forcément à l'Antiquité ou je ne sais quoi. Au contraire, ils auraient pu prendre le mythe de David et Goliath et le remettre soit à nos jours, soit dans un autre univers et tout ça. Le faire un petit peu plus intelligemment. En tout cas, d'une autre façon, effectivement. Ouais. Après, par contre, je viens de me faire une réflexion. J'ai l'impression de regarder les Croods plus tard. Au niveau des personnages, avec des personnages très carrés en haut, tout petits en bas, tu sais. Oui, clairement, c'est l'ADA. Hein. Ça y ressemble un peu, quoi. Bon, après, voilà, encore une fois, pas forcément d'a priori, il faut voir aussi, là, c'est l'abandonnance. Non, après, voilà, c'est... mais par contre, je veux bien revenir sur ce que disait Lima avec le Prince d'Égypte. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a beaucoup de films, dessins animés comme ça, qui ont disparu du paysage des dessins animés qu'on regardait à l'époque? Moi, il y a des trucs comme ça, L'île au trésor, des trucs où on a l'impression que ça n'a jamais existé, et puis tous les gens, quand tu leur en parles, ils te disent c'est quoi ça, j'ai jamais vu. La caverne de la Rose d'Or. La caverne de la Rose d'Or. Tous les jours.
Ça fait 10 ans qu'on le que Quoi? moi, avant, ça venait tous les Noëls. Il y avait tous les Noëls, il y Bien avait sûr, Fantasgaro et tout. Et Quoi? on le voit plus jamais. Et la caverne de la Rose d'Or, mais quel banger! bien sûr. Alors là, on est sur les films, et du coup, je vais enchaîner. Willow, ça fait partie d'un des Oui, plus ah beaux oui, oui, films. oui. Alors, attention, là, je vais me prendre une shitstorm parce qu'il y en a qui aiment et qui aiment pas. Mais l'histoire sans fin, avec Falcor, Ah mais Atreyu, tout ça. vous voulez qu'on ressorte des vieux Vous trucs voulez comme qu'on ça chiale? que... C'est ça que Vous vous voulez qu'on voulez? parle de Dinotopia, c'est ça? Ah oui, Dinotopia, mais bien sûr. Ah Attends, oui. Dinotopia, c'est pas le truc dont il y a eu un remake? Ah, Oui, mais alors, oui, le tombeau des oh bah Lucioles, alors c'est là, une. tu veux qu'on C'est chiale? compliqué. Tombeau des Lucioles, c'est compliqué parce que ouais, c'est comme Requiem for a Dream, c'est un traumatisme et c'est pas un film. C'est à un moment donné, c'est une façon de te briser psychologiquement. Oui. C'est une Ah, moi, expérience sociale. la petite expérience sociale à l'heure du tombeau des Lucioles, c'est le running memory, on va appeler ça comme ça, entre moi et ma petite sœur. J'y ai fait regarder ça quand elle était très petite, sûrement au même âge que la gamine ou que le gamin que les deux ont dans le dessin animé. Et du coup, c'est un petit peu le running memories. Dès que j'arrive à trouver un objet qui peut rappeler le dessin animé, parce que ça fait partie de nos films d'animation préférés, je lui ramène. Et un jour, à table, le jour de son anniversaire, je lui ai posé la boîte de bonbons devant elle, sans rien dire, et je l'ai laissé tourner la tête. Elle a regardé, elle croyait que c'était de l'huile au départ. Et puis elle regardait, et puis tout à coup, il y a les larmes qui ont coulé. C'est de l'émotion qui est arrivée d'un seul coup par le petit objet comme ça. Donc voilà, c'était. On passe à autre chose. Mais effectivement, c'est des dessins animés, des films d'animation qui te marquent. Donc voilà. Ouais, voilà. Moi, personnellement, en fait, tous ces trucs-là dont on ne parle plus, parce que il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus, voilà, c'est un peu décevant parce que c'est des trucs qui m'ont marqué mon enfance et je pense la vôtre aussi. Ouais. Voilà. C'est dommage qu'on les voie plus parce que pour le coup, c'était peut-être mal tourné selon certains trucs, mais il y avait du sentiment, il y avait des choses, voilà, qui. C'est des classiques de l'époque. Ils ont vieilli aussi parce que les moyens n'étaient pas les mêmes et que voilà. Et oui, c'est quand même Moi, dommage d'avoir je reste un perdu. fan du Donjons et Dragons, alors la série animée et le film, le premier. Oh là là. Oh là Voilà. là. Oh, nous, on est... Je l'ai découvert en louant le DVD et j'ai Nous, on reloué est... le DVD plus tard. Donc, c'est que quelque part, Moi, je les ai t'avais envie de me tous. faire mal. Je les ai tous. Et je me les fais au moins 1 à 2 fois par an. Ouais, ben voilà, on a le droit d'avoir des petits bonbons comme ça. Voilà. Petite Madeleine de Proust, effectivement. Nous, on est là. Allez, on enchaîne, on va parler de vous, messieurs. On va parler donc de l'actu des invités. Jingle. Et si tu le veux bien, Richoult, on va commencer par toi. Tu es créateur de fiction audio, podcasteur français, passionné par la narration sonore, membre, alors j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais fondateur de l'association de Team Javras. Je me trompe ou pas? Ou pas du tout à la fondation? Membre Pas fondateur. du tout, alors membre fondateur. Ah oui, c'est ça, ok. Tu participes depuis de nombreuses années à la création de sagas, podcasts, projets audio collaboratifs. À travers tes séries et expériences sonores, tu explores l'imaginaire, l'humour, le jeu d'acteur, avec une communauté de créateurs et de comédiens, parce que j'ai vu que tu avais participé avec beaucoup de personnes différentes, on pourra développer. Et tu développes aussi des projets personnels comme la mémoire arrangée, qui mêle enquête et improvisation. Est-ce que j'ai Tout à bon? fait. Est-ce que j'ai Tout pas à fait, raconté tout de à fait. bêtises? Non, c'est à peu près le cas. Effectivement, je suis l'un des créateurs de l'équipe Javras, puisque en fait, c'est un acronyme, ou tu vas peut-être me corriger, Grégory. En fait, chaque première lettre de Javras, c'est la première lettre d'un prénom d'un groupe de 5 amis. Ok. Il y a juste le S qu'on a rajouté pour que ça sonne. Ah oui, parce que j'allais dire, oui, ça fait 6. Non. Les Javras. Les Javras. Ouais, c'était Javras. Et pour le coup, au fur et à mesure, on a évolué. À la base, on était juste un groupe d'amis. Après, on est devenu une équipe sur Internet. Et puis après, on est devenu une association. Parce que il a fallu qu'on évolue. Et heureusement. Et pour le coup, le but de cette association, c'est d'aider à la création et de promouvoir la fiction audio. Pendant 10 ans, facilement, on a fait tout ce qu'il fallait pour mettre en valeur n'importe qui en termes de fiction audio. On avait même créé
cérémonie qui récompensait les fictions audio terminées, la cérémonie des potards qui reprenait le principe des Oscars ou des Césars. Et on organisait même aussi un événement qui s'appelait MP3 à Paris, bien avant qu'il y avait le Paris Podcast Festival ou d'autres événements de podcast qu'on faisait à Jussieu, dans le 5e arrondissement. Et c'était cool, et c'était gratuit. Genre, quand je vous dis gratuit, c'était l'essence même du podcast, à savoir que les gens pouvaient venir gratuitement, il y avait des snacks, et c'était gratuit aussi. Voilà. Ok. Et ça, Ton, c'est bien. ton parcours, du coup, c'est un mélange écriture, jeu d'acteur, podcast, jeu de rôle. Notamment, dernièrement, on a pu jouer ensemble. À quel moment tu as compris ou tu as eu cette envie de t'orienter vers le son, la narration audio, et de te dire que ça va être une partie de ta vie? Pour le coup, mon premier contact avec la fiction audio, c'est un ami qui m'a fait écouter François Pérusse. J'ai pas kiffé sur le coup. Et c'est un an plus tard, un autre ami qui m'a fait écouter Le Donjon de Nalbuck et Kingdom Path, qui m'a donné envie de faire de la fiction audio, parce que Kingdom Path, une des blagues, c'était en fait, avec le logiciel de montage Audacity, on peut niquer ta voix et tu fais plus partie du projet. Et donc j'ai fait, ah, c'est juste Audacity. Et bah c'est parti. Et pour le coup, oui, après je me suis mis à écouter beaucoup plus. Un de mes objectifs quand j'ai commencé à faire de la fiction audio, c'était de au moins apparaître dans la fiction audio qui m'a donné envie de faire de la fiction audio, donc Kingdom Path. Et effectivement, j'ai eu un personnage avant que la série se termine, je suis trop content. Et après, on a commencé à faire d'autres fictions. C'était aussi des conseils de profs de français qui me disaient que bah, tu peux faire du théâtre pour te canaliser un peu ton énergie et tout ça, parce que j'étais un enfant perturbant et perturbé, les deux. Et pour le coup, le théâtre, c'est cool, mais je n'aime pas réviser, je n'aime pas apprendre les trucs sur le bout des doigts. Si bien que j'ai dû attendre l'année dernière, donc mes 32 ans, pour me mettre un coup de pied au cul et me dire, allez, je vais jouer dans une vraie pièce de théâtre. Et donc j'ai appris des vrais dialogues et tout ça sur le bout des doigts. Mais avant, je ne kiffais pas. Et donc la fiction audio, le fait de faire de l'acting sur du texte écrit, de ne pas l'apprendre, juste l'enregistrer, c'était un peu le truc qui m'a donné envie de faire de la fiction audio. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai remarqué que je kiffais plutôt faire le montage-mixage et spécifiquement le sound design, qui est pour moi un des trucs les plus sous-cotés, que ce soit en fiction audio ou même juste en vidéo ou au cinéma. Le truc le plus classique, j'imagine que vous kiffez quand vous entendez le cri de Willem, qui est le cri le plus connu du monde. Ah J'en suis rendu à un point que moi, j'ai des bibliothèques de sons, j'ai 120 gigas de chevaux, d'accord, Ok. sur mon poste. Et quand je vais au cinéma, que j'entends une bande-annonce et que j'entends un cheval, je fais celui-là, je l'ai. Avec la Team Java, c'est tes projets personnels, travaillent souvent en collectif. Qu'est-ce que la collaboration apporte à la création de fiction audio, selon toi? Pour le coup, en fait, la Team Javas, comme je disais, on s'entraide pour créer mieux, pour pousser les nouveaux à ne pas faire les erreurs de pop, de saturation ou d'écriture. Et par cette entraide, on essaye de tous de se tirer vers le haut. On évolue. Il fut un temps où vraiment on se focalisait. Quand quelqu'un avait un truc à sortir, il poquait tout le monde, il disait on va s'écouter ça mercredi. On se calait tous, on écoutait ensemble et on faisait une critique sur le tas, et la personne pouvait prendre les critiques et améliorer avant de sortir officiellement. Et maintenant, en fait, on a décidé chacun de sortir l'épisode quand on le souhaitait, plus forcément faire ce genre de rendez-vous, mais chacun écouter au moment qu'il le souhaite. C'était un peu plus libre. On essaye d'aider, que ce soit en tant que scénariste, en tant que monteur-mixeur, ou en tant que relecteur, ou en tant qu'acteur, pour nous tirer vers le haut, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qui te motive, du coup, à continuer à expérimenter dans l'audio? Pourquoi pas partir sur autre chose, ou du moins privilégier autre chose? Pour le coup, je privilégie autre chose avec la mémoire arrangée et à tour de rôle, parce que avant, je faisais vraiment de la fiction audio pure et dure. J'ai fait 6 ans une parodie de Professeur Layton. J'ai parodié les 3 premiers jeux. Et ça m'a pris 6-7 ans.
J'ai parodié du Zelda, j'ai fait des créations originales comme 5. J'ai adapté une pièce de théâtre en audio qui s'appelle Casting. J'ai fait un projet un peu hybride, bizarre, qui s'appelle Ok. avec Ça 5 s'appelle A, littéralement Creed Wilhelm. 5 A et un H. Et pour le coup, il y a 4-5 ans, j'ai découvert le jeu de rôle et en même temps le théâtre d'improvisation. Et donc, la mémoire arrangée s'est lancée en même temps qu'à tour de rôle. La mémoire arrangée, c'est une fiction audio à moitié écrite où j'ai que le squelette et mes acteurs improvisent les dialogues au fur et à mesure. Et donc, là où on avait écrit un truc très sérieux, une enquête noire très sérieuse, les improvisations de mes amis, notamment de Dan Bergen, pour ne pas le citer, tue un peu le sérieux et ajoute beaucoup, beaucoup d'humour. Et nous, on doit, jongler avec ça. Merci. On enchaîne avec toi, Grégory. Tu es auteur, scénariste et maître du jeu, passionné de jeux de rôle depuis plus de, je sais pas combien d'années, MJ 20 ans. depuis 22 ans. Voilà. MJ depuis C'est bien, 22 ans j'avais mis cette année. XX à la romaine. plus de 20 MJ ans, depuis donc. 22 ans cette année et Rollis depuis 30 ans si on compte les livres dont vous êtes le héros. Ok. Ancien membre... ancien membre du collectif Les Aliénés de Cthulhu. Tu poursuis aujourd'hui ton activité, tu m'en as parlé en off, en MJ indépendant, MJ errant, exactement, c'est Tout le à terme fait. que tu utilises, intervenant lors d'événements, conventions sur les projets d'autres créateurs. Tu proposes régulièrement des parties sur invitation et participes à des stands ou des streams de la communauté rôliste. Tu as également commencé à publier en ligne les scénarios que tu fais jouer en convention, dont Exuviae, qui est disponible ou qui était disponible au moment où on en a parlé, mais qui va revenir sur la scénariothèque. Ouais, il y a une petite mise à jour à faire. Il faut que ça soit republié, mais c'est disponible sur la scénariothèque normalement. Ok. Pour finir cette description sur un point d'humour, et je ne sais pas si je raconte une bêtise ou pas, j'ai trouvé un homologue qui a rédigé une partie, au moins en partie, des livres Prépa-Bac édition 2026. C'est pas toi? C'est moi. C'est toi. C'est moi, Voilà. puisque alors, si je veux faire un CV complet, à la base, je suis informaticien, puis je suis devenu prof de maths pendant 10 ans. Ok. Après un master en jeux vidéo, un second master, j'ai un master en informatique et ensuite un master en jeux vidéo, mais j'arrivais pas à trouver de taf chez Ubisoft, donc je suis devenu prof pour manger. Et Prof pour manger, c'est-à-dire, tu Prof de apprends à cuisine. utiliser une cuillère prof de maths, mais il fallait manger et il y avait des postes. Et en fait, en parallèle de mon taf de prof, j'ai commencé à faire du jeu de rôle de façon entre guillemets semi-pro avec les Aliénés de Cthulhu. Et on a commencé à faire dans des parties comme ça, à la fois dans les bars, dans les conventions et un peu partout où on était invité. Et en fait, du coup, les deux pratiques se sont, on va dire, entre-nourries entre prof et MJ semi-pro. Ça m'a permis notamment de guérir, entre guillemets, d'une timidité excessive. Parce que quand j'étais plus jeune, le moindre fait, ne serait-ce que rentrer dans un magasin pour demander un truc à un vendeur, ça me faisait trembler. Donc c'était très, 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 très excessif. Et oui, en fait, ces deux pratiques se sont interverties et se sont entre-nourries. Et donc oui, il y a quelques années de ça, j'ai eu un contact qui m'a permis de participer à la partie sur l'intelligence artificielle, justement, du prépa-bac de sciences, Ok. de sciences générales pour les terminales générales. Ok. Voilà, donc Bah, c'est moi, c'est moi, comme c'est moi. quoi, tu vois, quand j'invite des gens, je recherche Oui, je vois profondément ça. leur passé. Alors non, je ne suis pas allé jusqu'à regarder ton numéro de sécurité sociale, ne t'inquiète pas. Tu disais, alors je vais un peu tourner un peu autour des questions que j'ai posées, mais il y a quelque chose, un point que tu as dit qui m'intéresse. Ton taf et Cthulhu, on est d'accord que tu vas pas nous torturer avec des problèmes de maths? On est Non, rassuré sur ça? non, Tant mieux. non. Bon. Avec ton expérience du coup et toutes les tables que tu as animées, pour toi, quelles compétences t'as le plus surpris et qu'est-ce que tu as dû apprendre sur le terrain quand tu as fait tes premières tables? Ben, justement, je dirais que
Je dirais que c'est la gestion de groupe, en fait. La gestion de groupe et la gestion de gens et justement, c'est pour ça que ça se rassemble avec le fait d'être prof. Parce que, quand tu es MJ pour tes potes, bah, globalement, normalement, comme c'est tes potes, ils sont plutôt sympas et ils sont pas là pour te pourrir. Quand tu es prof, tu pas avec un public qui est content d'être là, tu vois? Donc il faut arriver quand même à les canaliser et à les intéresser et ben, des fois, en fait, quand tu es en convention, tu connais pas les gens et des fois, il y a des gens qui partent en steak et qui vont faire, leur propre truc et cetera et le truc, c'est que autant sur une partie, classique où, bah, tu as la soirée et globalement tu peux pas laisser les gens partir, et faire ce qu'ils ont envie et puis ensuite raccrocher les wagons. Quand tu es en convention, tu as, des impératifs de temps. On est souvent sur des parties d'1h30, 2 heures max, notamment sur tout ce qui est convention geek et cetera parce que bon, bah, voilà quoi, quand tu rentres dans un truc type, Japan Expo, ben, si, derrière, déjà tu as payé 15 balles ton entrée, donc si c'est pour flinguer ton après-midi sur une partie de JDR et pas pouvoir aller flinguer le reste de ton budget, dans des sabres de contrefaçon, bah, forcément, c'est dommage. On en est tous là. Donc forcément, voilà, les gens sont pas forcément ouverts au fait d'avoir des parties longues et bah, c'est pas facile d'arriver à trouver l'équilibre entre, hem, canaliser des gens que tu connais pas, intéresser des gens que tu connais pas et qui sont pas forcément là pour être sympas avec toi. Ils ont envie, tu es limite en tant que «prestataire» entre guillemets, hein. Donc ils ont envie de passer un bon moment, mais ils sont en mode client et quand ils sont pas contents, ils vont te le faire dire, enfin, voilà et leur laisser suffisamment de liberté. En fait, c'est ça, c'est trouver l'équilibre entre la liberté du jeu de rôle, qui est intrinsèque à cette pratique, et le fait qu'à un moment donné, quand même, les gars, faut avancer, tu vois? Mais pas les mettre, pas non plus leur donner l'impression qu'ils sont systématiquement sur des rails et que de toute façon, le scénario, se passe sans eux, quoi. Donc c'est cet équilibre-là, je dirais, à trouver et cet équilibre de, gestion du temps, apprendre à gérer le temps, apprendre à gérer un groupe, heu, sans pour autant les braquer et cetera et bah, finalement, ça ressemble un peu à, gérer un groupe d'élèves. Parce que le groupe d'élèves est pas forcément, c'est pas tes potes. Le groupe d'élèves, ils ont pas forcément envie d'être là. Ça arrive, hein, qu'on soit en convention, moi ça m'est déjà arrivé que, à la table, la moitié de la table, c'est, la copine, ou le copain, qui l'a ramené un peu de force, en mode, «Non mais ouais, j'ai envie de le faire donc on le fait» et ouais, oh chier, «Ouais, vas-y raconte ton truc saltimbanque, vas-y, ouais, je vais retourner manger des mochis». Ouais, donc c'est un peu ça. Des fois, c'est un peu ça. Et j'ai eu des cas comme ça. J'ai eu des cas comme ça et d'ailleurs, c'est, le cas le plus marquant, c'était un cas où c'est le seul cas dans ma vie, jusque-là, où il y a eu une utilisation de la X-Card. OK. Où, j'avais la chance de faire, d'avoir été sur les croisières ludiques du Captain Meeple. Donc c'était une croisière de 7 jours, le long de l'Italie, de l'Espagne et cetera, donc dans la Méditerranée et on animait des parties tous les jours pour, les, voyageurs payants, de cette offre-là et on a une dame d'un certain âge, plus de 70 ans je crois, qui avait été ramenée là un peu de force par sa copine parce qu'elle, elle préférait juste faire du jeu de société et ben, en fait, le truc, c'est qu'elle avait vécu quelque chose d'assez dur, 2 semaines avant et que, ben, sur un scénario d'horreur, c'est pas forcément, une bonne C'est pas idée. top pour enchaîner, surtout en vacances. Voilà, donc on a eu une utilisation de la X-Card là et cetera et ben, ouais, heu, c'est une pratique dans laquelle le public ne t'est pas acquis, Mmh. contrairement à, une partie, avec tes potes et ben, c'est compliqué à gérer, de gérer un public, en fait. Ouais.
OK. Bon, c'est bien parce que tu as répondu plus ou moins à la question suivante, hein, qu'est-ce que ça change ta manière de jouer en convention effectivement et de partager le jeu de rôle, que ça change de ta façon de préparer et d'animer tes parties, bah, tu viens plus ou moins d'y répondre. C'est ça. Tu as commencé à mettre en ligne du coup certains scénarios que tu fais jouer en convention. Je parlais, d'Exuviae. Ouais. Qu'est-ce que ça te change pour toi de passer d'une expérience un peu éphémère comme ça, comme on vient d'en parler, autour d'une table à un scénario que d'autres meneurs peuvent s'approprier? On en parlait un peu en début d'après-midi, d'avoir le retour, des autres joueurs, enfin des autres maîtres du jeu sur ce Mmh. que tu as créé. Pour l'instant, j'ai eu quelques retours qui sont, assez bons, donc ça me conforte. Je suis pas parti j'ai pas pris ce scénario-là parce que maintenant, j'ai, entre 10 et 12 scénarios à peu près jouables à n'importe quel moment. C'est-à-dire que tu m'appelles sur un événement, j'arrive avec mon sac et je peux te sortir n'importe lequel des 10, au débeauté, en fait. Et en fait, celui-là, c'est un de ceux qui m'a été le plus demandé après coup par les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui me disent: «Bah, moi j'aimerais bien, commencer justement à jouer, à faire jouer mes potes et à leur faire découvrir le jeu de rôle et à faire découvrir ce que j'ai découvert avec vous en convention et cetera et en fait, est-ce qu'il y a un PDF de ce scénario? Est-ce qu'il existe quelque part?» et tout. À chaque fois j'étais: «Ben non, c'est tout dans ma tête, je le sors, et voilà» et en fait le truc ça a été de vraiment penser à faire un document le plus pratique possible. Parce que moi, je sais que je le fais tourner, en fait. Moi, je sais qu'il tourne le scénario. Ça fait 6 ans que parmi les autres, je le fais tourner, je l'ai fait jouer des dizaines de fois. Je sais rattraper les galères, je sais, où je vais, quand il y a un truc, ou quand les mecs sortent des rails, je sais, improviser et cetera parce que j'ai une idée bien claire de l'environnement. Même si je le développe pas forcément, parce qu'on est encore une fois sur une partie sur 2 heures et qu'on est très versé sur l'action, parce que c'est un scénario un peu pulp. On est sur de l'horreur, mais un peu en mode pulp, donc un peu péchu. Mmh. Voilà, je sais ce qu'il y a derrière et j'ai mon univers quand même derrière pour me raccrocher aux branches si jamais les mecs sortent complètement des rails. Mais là, je peux pas juste me permettre de raconter, le scénario sans proposer d'alternative. Et donc, en fait, c'est vrai que j'ai dû repenser et repenser ce scénario pour donner un maximum de pistes, pour broder, pour, si on a envie de le faire durer plus longtemps que 2 heures, pour, rajouter des fins, pour rajouter, de l'intrigue, pour rajouter, tel ou tel drame et cetera. Et donc en fait, ça a été intéressant comme exercice parce que, du coup, ça m'a incité à totalement repenser ce scénario et à combler énormément de trous, Mmh. en fait. Parce que du coup, autant moi, quand il y a un trou qui est identifié et dans lequel les joueurs se jettent, bah, je sais improviser pour le combler, à l'emporte-pièce. Autant, voilà quoi, quand tu es un MJ qui justement va chercher, enfin j'imagine, que quand tu es un MJ qui va chercher un document et un scénario écrit, c'est justement pour être guidé et pour pas qu'on te dise, «Tiens, voilà le post-it et puis maintenant démerde-toi, improvise», quoi. Non, le truc, c'est censé être un outil, c'est censé être un objet scénaristique, c'est censé être un objet ludique. Bien sûr. Une Donc roadmap. il y avait énormément de choses à repenser comme ça parce que, ouais, c'est pareil, tu vois, tel ou tel truc, je le fais au débeauté et autres et en fait, il a fallu que je repense à: «Bah, attends, bah, ouais, là, il y a un jet à faire, là, il y a des pertes de santé mentale, il y a des trucs». Parce qu'avant, voilà, je le fais, au fil de l'eau et Au fil sans y de penser. l'action. Mmh. C'est ça et donc en fait, c'était intéressant de penser un objet ludique, dans son entièreté, si tu veux. Ouais. Et en fait, c'est ça qui a été le plus intéressant, pour moi. C'est parce que en fait, j'ai pas juste raconté une histoire au coin du feu. J'ai vraiment travaillé et proposé un kit complet, personnages compris. Alors, c'est des personnages, qui sont basés sur, des pré-tirés qu'on utilise depuis 6 ans avec les animés qui sont tirés de la V6, mais je les ai retravaillés exprès pour me les approprier, à fond. Et ouais, voilà quoi, j'ai complètement retravaillé le truc et donc j'ai vraiment dû penser un objet ludique
plus que, enfin, en plus de simplement un scénario, quoi. Et simplement une histoire et une narration. Et ouais, c'est vraiment ça que ça change de d'écrire plutôt que de simplement, faire jouer, soi-même. C'est qu'il faut penser à tout, et à l'objet et au fait que, bah, le gars qui va se l'approprier, il est pas dans ta tête et que donc il Le faut gars qui n'est penser pas toi va devoir penser, enfin, tu vas devoir penser pour lui et lui donner les clés c'est ça, pour avancer. c'est Ok, ça. messieurs, Mmh. le 18-20 touche à sa fin. Il nous Oh, reste 10-12 minutes. Beaucoup On va parler de trop! vos, on va parler de vos actus très rapidement. Il y a des choses qui vont venir. On va commencer par Richoul. bah, je peux pas avoir une actu plus chaude puisque je fais l'annonce dans 30 minutes. Parfait. Je vais faire un tour de rôle sur scène, c'est-à-dire que je vais, à la manière de Jean-Baptiste Mazoyer, parce que je vais lui donner les noms, Mmh. je fais des parties de JDR sur scène en public dans un bar avec une cinquantaine de personnes. Pour le coup, je l'avais fait 2 sessions l'année dernière où j'avais la méthode Jean-Baptiste Mazoyer. Et ce gentil monsieur m'a envoyé un mail avec son avocat en copie. Donc, on teste une nouvelle version pour s'éloigner du concept et faire à ma sauce. Mais voilà, pour le coup, on fait ça et ça sera le 21 avril sur Angers. Ok. Une adresse pour venir te voir éventuellement. Et ben pour le coup, je peux glisser directement l'adresse pour prendre sa place, si jamais. Ok. Je le Vas-y mets dans dans le le chat. chat. Ouais, ouais. Ah ouais. javras.fr/billetterie. Waouh, c'est tellement professionnel. Bravo. Et toi, Grégory, ton actu? Moi alors, bah, c'est, toujours, MJ errant donc bientôt, normalement la semaine prochaine, donc le 27, je serai, certainement en stream aussi avec, si tout se passe bien, à confirmer quand même, voilà, voir sur les réseaux sociaux, mais sur la chaîne de Devenir maître du jeu, qui est, un copain nantais aussi, qui fait des choses, trop, trop cool et qui vient de sortir un bouquin d'ailleurs, sur, comment, gérer quand vous êtes un MJ en panique. Et puis, bientôt des conventions. Normalement, il y a si voilà, faut que je vois avec les gars de Rollerdime, mais probablement, je serai au Octogone, normalement, si tout se passe bien, pour faire jouer, des gens. Donc, voilà, venez vous inscrire. Et puis, ben, j'ai lancé, la rédaction du deuxième scénario, qui s'appellera cette fois-ci Le bal du roi en jaune. Titre provisoire, mais normalement ça sera ça. Et voilà, on va continuer en fait parce que le but, voilà, c'était pas de m'arrêter qu'à Exuviae, mais bien d'arriver à sortir, de façon écrite, la dizaine de scénarios que je fais tourner depuis 6 ans maintenant. Et de faire presque un recueil quoi, enfin, en tout cas une série, une collection. Donc on va continuer et dans les mois qui viennent, il y aura probablement, la sortie de ce nouveau scénar. Ok. Voilà. Bah, comme on vient en petit groupe, on sera à peu près 14 ou 16, quelque chose comme ça pour l'Octogone, nous. Parce qu'on a Mmh. réuni pas mal de monde. Réserve-nous un petit créneau. Alors peut-être pas pour 16 personnes à jouer en même temps. Ça va être un peu compliqué. Mais on te prendra peut-être un petit créneau pour venir faire une partie avec toi. Ça sera bien. Ben, pas de problème, sans souci. Et puis en attendant, si vous avez envie de me découvrir comme MJ, ou comme joueur, vous pouvez toujours aller voir, parce que je suis toujours présent dessus, la chaîne des Éliminés de Cthulhu, mais vous pouvez aussi aller voir sur la chaîne de Javras, qui m'a invité plusieurs fois, notamment comme MJ, pour Ne meurent que ceux que l'on oublie, Oui. qui va être écrit aussi, mais pas tout de suite. Cool. Et comme co-MJ, ou sur une séance où j'ai pu troller des joueurs pendant plusieurs heures. C'est vrai. Je l'avais oublié, mais c'est vrai que c'est Et, la meilleure qu'on ait fait. et qui était très très cool. Donc n'hésitez pas à venir voir sur la chaîne de Javras. Vous allez voir, on s'est bien marré. Pour vous donner une idée, en gros, j'avais écrit un scénario d'horreur où les PJ devaient chasser un fantôme, sauf qu'on était en double MJ. Et là où j'envoie normalement des sons, là, je montrais bien que
je bougeais pas les mains et qu'il y a des sons qui se déclenchaient. Et en fait, tout ce qui a été dit à l'avance, bah, le fantôme l'a entendu puisqu'il était là en conversation Discord, mais les joueurs ne le savaient pas. Et c'était trop bien. J'étais en MJ caché, et donc il savait pas que j'écoutais et que c'était moi qui parlais. C'est-à-dire qu'il était même là 3 heures avant la session, avant qu'on soit sur Twitch, et il y a Oh la eu des vache. trucs un peu perso qui ont été dits, et il en a joué. Et je les ai traumatisés, c'était Ça, c'est très, très génial. drôle. C'est génial, ce genre de psychopathie me régale. On kiffe. Ben, on va terminer l'émission là-dessus. On va vous parler quand même de nos actus à nous au cercle. Dimanche 22 mars, 14h30, l'épisode final des Chroniques oubliées, Les Disparus de Clerval, avec Shaolan, qui est actuellement régisseur sur l'émission du 18-20, mais qui sera du coup le maître du jeu et le régisseur au même moment durant la partie. Bravo à lui, il a fait un travail exceptionnel sur ces 3 et je peux même dire sur ces 4 parties, parce que je sais déjà plein de choses sur l'épisode final, donc je vous conseille vraiment d'aller voir cet épisode en direct, ça va être exceptionnel. A priori, semaine prochaine, le 25 mars, 20h45, on a un co-stream chez Allshad. On devrait faire un one-shot sur l'univers, un one-shot ou non d'ailleurs, l'univers de Cyberpunk avec Beria, Limais Gaming et moi-même. Accessoirement, il y a toujours la place pour un runner de plus, si nécessaire, et si quelqu'un est tenté. Le 27 mars à 18h, le rendez-vous hebdomadaire du 18-20, comme d'habitude. Et on enchaîne dans la foulée. On va essayer de vous trouver un programme de 45 minutes à caler dans les deux pour pas vous perdre. On aura le quick start sur le jeu Pumpkin Spice, gestion de café, cosy, avec des petites sorcières. On aura Groby en maître du jeu et joueur, puisque le maître du jeu est joueur dans la partie. Allshad, Lilidou de la chaîne Dice Playhouse et Aetheria, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et a priori, pour me projeter un poil plus loin encore, chez Richult, je crois le 1er avril, mais la date, je suis moins sûr. Non, Tu c'est me fais ça. signe de la tête. On n'a pas encore validé, mais normalement, c'est ça, oui. Elle n'est pas validée, mais du coup, c'est pas un poisson d'avril. Le 1er avril, on sera en co-stream sur la chaîne de Richult Tout à pour fait. un nouvel épisode de Chronique oubliée, a priori en compagnie de Xeono Alia, Elisa Muse, Nico de World's Awakening et votre Et- serviteur. Oui. Alors, pas forcément la même équipe, mais Ah, il alors, y a plus moyen. personne. Non, il y a moyen. Toi, tu es dispo. Elisa a l'air dispo. On a un guest, Ok, super. potentiellement. Mais voilà. C'est pas Parfait. encore fixé. Mais oui. Dans tous les cas, on se retrouve demain matin sur Instagram pour l'actu du samedi. Vous savez, il y a le petit post qui pop tous les samedis matins. Et lundi, pour l'horoscope, vous savez, il y a un archétype qui pop sur la page. Et après, si vous êtes intéressé, il faut venir sur le Discord pour discuter avec nous et voir votre horoscope pour la semaine. Voilà. Messieurs, merci. La régie que vous ne voyez pas, merci beaucoup. Merci pour ce moment, c'était très fun. J'ai Merci, regretté Bernardo. Très, très cool. Tu parles pas beaucoup, Bernardo, mais on te kiffe. J'ai regretté qu'on n'ait pas eu un peu plus de soundboard pour voir l'émission. Mais en tout cas, c'était très cool de vous recevoir. Je suis encore une fois pas déçu, et comme je dis à chaque fois, de la qualité de mes invités. Pour la prochaine, je peux vous le dire déjà, on a Station Ludique qui viendra nous présenter son activité, et puis un scénario qu'il est en train de rédiger. Et je suis à la recherche d'un deuxième invité. Les places sont ouvertes. Si vous êtes intéressé, il y a le Discord, donc n'hésitez pas à vous manifester, ou manifestez-vous dans le chat et je vous recontacterai à la fin de l'émission. Mais voilà, vous connaissez le principe, un co-animateur avec moi, si possible, ou un créateur, dans l'idéal, pour qu'on puisse présenter ce que les gens font et mettre en avant et faire la pub pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Que vous soyez d'ailleurs très connu ou très peu connu, ça ne pose aucun problème. Merci à tous, une très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau volet du 18-20. Bye bye. À plus.